une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Un retour. Un retour, grand retour, c'est des années plus tard. Des années plus de tard. Rosemée Automne Témorin, une personne d'une intelligence remarquable, un esprit vif, une personne complète, multifacette, vraiment intéressante. Elle peut discuter de tout. Elle se définit elle-même comme grano douche, ce qui est rare, qui est rare dans notre société. Autant, c'est ça, autant le côté grano que le côté on prend de la prote, on va se faire des pipes au gym. Ça, c'est le fun. Puis, comme tu dis, on peut parler de tous les sujets. On a commencé le podcast. On est rentré ici en analysant notre belle bibliothèque. On a parlé un peu de littérature, d'auteurs qu'elle aime, d'auteurs qu'elle déteste. Qu'elle déteste, c'est un grand mot. Mais c'est un très grand mot. Un très grand mot. Pour finalement, juste parler de tous les problèmes de cette société. Ouais. Pour finalement en arriver à sa nouvelle émission à Radio-Can qui s'appelle Ralentir. Sujet qui me touche particulièrement parce que moi, j'ai un grave problème, une grande difficulté à ralentir, à réussir à avoir un rythme de vie plus équilibré, à arrêter de dire oui à tout, arrêter de courir partout, de travailler 12 heures par jour. Bref, puis je dis pas ça pour être cool, c'est pas nice, personne veut ça. Ça pour dire que c'est un grand plaisir. Ouais, vraiment. Puis des conversations comme ça qui partent, tu sais, il y avait certaines choses qu'on voulait aborder, évidemment, là, surtout en lien avec son émission Ralentir. Mais des podcasts comme ça qui font juste partir d'un sujet puis qu'on fait un long chemin d'1h40 avec notre invité en étant juste dans une conversation qui coule. Ouais. C'est le fun quand ça arrive, ces podcasts-là. Puis évidemment, ça arrive souvent avec des gens qui ont la capacité de synthétiser bien leurs idées et qui sont des communicateurs. Qui sont des communicateurs de profession, en fait. Superbe conversation avec une magnifique invitée. Puis on espère que vous allez aimer ça. Bon podcast. Rock on. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et là, l'été est à nos portes, même on est dans l'été. Si vous voulez que ce soit la saison la plus douce de votre vie, ça vous prend le Performance Package 5.0 Ultra de Manscaped dans lequel on retrouve la pièce maîtresse, ça ici. Comment ça s'appelle, ça, PH? C'est le Lawnmower 5.0. C'est on a parlé du 2.0 jusqu'au 5.0. On a grandi avec Manscaped, mais ça, c'est leur ultime. Ça, c'est leur chef-d'œuvre. Leur chef-d'œuvre. Quand j'étais à Occupation Double, Don, tu sais que j'ai fait Occupation Double. Oui, je sais. Et le grand gagnant d'Occupation Double, Bali, Adamo, a amené. On était bien relax en train de manger autour de la table. Puis notre nounou est arrivé en criant dans la maison des gars. Puis là, on l'a vu crier puis se diriger directement vers la chambre que j'occupais avec Adamo. On s'est tous levés un peu en panique. On est allé voir, on a suivi notre nounou. Puis on est arrivé face à face avec une montagne de poils. Une boule de poils. Une boule de poils. Puis la raison pour laquelle notre nounou est arrivé en criant, c'est parce que dans les caméras, il croyait que s'il y avait un animal dans la salle de bain. Et l'animal, c'était le poil d'Adamo. Fait que faites pas comme Adamo, puis attendez pas aussi longtemps avant de vous raser sous la ceinture. Okay? Puis pour vous raser sous la ceinture, utilisez les produits Manscaped. On a un code promo pour vous, qui est le code promo sans filtre, 20% de rabais, livraison gratuite. Allez voir tout leur stock. Ici, c'est il l'appelle le Performance 5.0 Ultra. Les noms changent, pour ça je l'ai lu, là. Mais bref, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Puis, l'essentiel, on a le Weed Whacker, on a le Crop Preserver qui est... je suis pas capable de le sortir. Lotion. Tout ce que vous avez besoin dans le fond. On a le Crop Soother, une petite lotion après rasage. Le Lawnmower. Bref, allez voir ça. C'est le best. L'entretien sous la ceinture, du visage, du nez. Allez-y, utilisez le code promo sans filtre. Ils vont savoir qu'on vous envoie. Merci, Manscaped. Yes, sir. Non, les circassiens du 18e siècle, là, en ce moment, je m'entorche. C'est vrai, puis je me rappelle, tu l'as reçu sur... on roule, ça roule. Ça roule. Je me torche de Flaubert. Juste pour être clair, c'est ça que je voulais dire. C'est de
ça qu'on parlait, tout C'est le ça monde. l'intro du podcast. C'est ça le message à retenir de ce podcast-là. Ouais. Mais tu l'as reçu comme invité là, à ton émission Ralentir, Jean Désy. Oui. Puis Jean Désy donnait des cours aux médecins à l'Université Laval, des cours de littérature, ce que je trouvais quand même vraiment fou comme setup. Mais il y avait un gars avec qui je nageais, je me rappelle, il est sorti du cours de Jean Désy, puis là, il était comme un peu... genre, il voulait lire, puis il voulait découvrir la littérature. Puis là, on s'en allait dans des coupes universitaires, puis il lisait Guerre et paix de Dostoïevski. Puis pendant 4 coupes universitaires sur 4 mois, il l'avait tout le temps dans ses mains. Ouais, c'est ça. Il y a des lectures qui demandent du temps. C'est comme c'est celle-là c'est une bonne quand même pour comme un néophyte qui commence à dire hey, moi je veux m'intéresser à la littérature. Il y a des chemins plus simples. Il y a des portes d'entrée, peut-être, oui, moins complexes. Mais moi, je trouve ça super beau en même temps, cette volonté-là. Quand tu as attrapé la passion de quelqu'un, puis tu es comme, je veux moi aussi, puis tu te lances. Je trouve ça beau. Tu sais, je pense pas que... jeune, j'ai lu des affaires juste parce que je me disais je devais les avoir lues. C'est très nouveau là, dans ma vie que je peux faire non, ce grand canon, là, c'est quoi, il m'intéresse pas. C'est pas le moment où je trouve ça plate à chier. Puis c'est correct aussi, là, on n'est plus obligé un moment donné de s'imposer tout ça, même si je trouve ça vraiment beau, un nageur influencé par Jean Désy. Ben oui, tout à fait. Mais c'est cool quand même, ce concept-là justement d'inclure un cours de littérature dans le parcours en médecine pour humaniser la pratique de la médecine. Et puis il fait plus que ça, là, il organise des camps où tu es en nature puis tu écris de la poésie en tant que futur médecin. Puis je trouve ça incroyable parce que qui a dit qu'un esprit scientifique pouvait pas être nourri par l'art ou la littérature? Je comprends pas pourquoi on cloisonne ça. Puis parce que dans la littérature, mon Dieu, tous les grands thèmes, tous les grands drames d'une vie humaine sont abordés aussi. Fait que j'ai l'impression que les médecins sont souvent plongés dans nos drames. Pourquoi pas s'informer du côté sensible de l'art? Cool. L'art, c'est l'empathie au final. Là. La lecture, c'est la vie d'un autre. Non, mais c'est bon. Oh mon Dieu! Continue. J'aimerais vous lancer dans un débat. Je peux-tu? Oui, vas-y. Je soupais avec mon ami Kim Thuy la semaine passée et son amoureux. Et là, on a eu un débat d'une bonne heure sur est-ce que l'empathie existe vraiment? Question quand même choquante parce que t'es comme, ben oui, je ressens tout le temps un paquet d'affaires pour un paquet de monde en lisant un livre, en voyant quelqu'un de malade. Mais Kim me disait, mais est-ce que l'empathie, c'est pas une projection? Est-ce qu'au fond, on ne doit pas intellectualiser une situation pour ressentir quelque chose? On ne ressent pas spontanément de l'empathie. Il faut s'arrêter puis il faut faire « OK, attends un peu. Si moi, j'étais dans ces souliers, comment qu'est-ce que je ressentirais? » Donc, est-ce que l'empathie, c'est pas plutôt de la projection? Mais là, ce présupposé-là qu'il faut intellectualiser pour ressentir de l'empathie, c'est-tu vrai? Tu penses pas qu'on a quelque chose de viscéral, même un enfant qui voit quelqu'un souffrir, même s'il n'est pas capable d'intellectualiser ça, il va ressentir quelque chose? Je sais bien pas. Je m'en souviens pas. Moi, j'étais d'accord avec le fait que quand j'ai spontanément de la peine pour quelqu'un, c'est parce que je me dis, aïe, moi, dans sa situation, j'aurais de la peine. J'ai pas vraiment de la peine pour la personne, à moins de la connaître intimement, là, puis d'y être très, 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 très attachée, puis de savoir, de croire savoir ce qu'elle ressent. Mais si je vois aux nouvelles, une nouvelle terrible, c'est bien démontré que si la personne me ressemble, je vais avoir plus d'empathie que si elle me ressemble pas. Est-ce que c'est pas finalement parce que l'empathie est une question de projection? Fait que ça, c'était le gros débat. Puis moi, j'étais comme un peu plus du côté Hakim à la fin de me dire... C'est un bon débat parce que si tu repenses aux enfants, les enfants qui... Ils ressentent rien mettons qu'ils volent le jouet de quelqu'un d'autre. Les premières fois qu'il va le faire, puis que l'autre se met à pleurer, les premières fois qu'il va le faire, il va pas se sentir mal à cause de lui, il leur donne pas. Mais à force de se faire dire, hey, tu as fait de la peine, mais là, il sait que c'est pas bon. C'est ça qui te le vole, ton jouet, le petit Jordan? Non, mais redonne-y. Donc, c'est un monde sans... On vit dans un monde sans empathie qui n'est que... projection de ses propres vaut mieux douleurs. projeter au pire. Là. Vaut mieux projeter ses douleurs puis agir après pour s'assurer que les autres ne souffrent pas. Là. Mais même si c'est de la projection, au final, celui qui a la plus grande capacité à se projeter, finalement,
Mais dans ses actions, ça va se répercuter, fait que ça va revenir au même, dans le fond. Exactement. Ce qu'on veut, c'est le résultat. Ouais, mais est-ce un futur médecin qui lit un livre peut développer son empathie? C'est une maudite bonne question parce que finalement, comment on développe notre empathie? Je le sais pas. Mais je pense que c'est lié au savoir, justement, tu sais. Je pense que si tu es capable de comprendre, de connaître, mettons juste par la lecture, même si c'est de la fiction, je veux dire, quelqu'un qui vit quelque chose, puis que tu es accompagné dans tout ce qu'il vit, puis à travers cette histoire-là, ben là, tu es capable de mieux comprendre quelqu'un qui vit ça, mettons. Absolument. Fait qu'au final, c'est de la connaissance. Oui, finalement. de l'écoute aussi, je pense. Tu sais, moi, mon point, c'était que quand on vit de l'empathie, j'ai l'impression que souvent, on veut le dire. Là, je suis empathique, je suis de ton bord, je ressens ce que tu ressens, je vais t'aider. Notre empathie, c'est rarement comme « Ah, wow, je sens que tu souffres, j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire? » Fait que je trouve que parfois, on a l'empathie performatrice et je lève la main, là, je suis vraiment pas mieux que les autres. Mais... Puis la critique du manque d'empathie est aussi galvaudée, là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, oui, tu sais, par exemple, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, tout le monde qui a une tribune sur Internet a reçu des messages de « Mais pourquoi tu défends pas la Palestine? Pourquoi t'écris pas sur les personnes trans et leurs droits? » Puis, tu sais, moi, ma réponse, c'est « Ben, tout ça m'importe, mais honnêtement, j'ai choisi mes gestes puis ma manière de m'impliquer, puis c'est pas obligé de passer non plus par Instagram, bien que ça puisse être super bénéfique de faire un post Instagram. Tu sais, il y a pas de mauvaise manière, mais parfois on pense que les gens manquent d'empathie sans savoir ce qu'ils font réellement aussi dans leur quotidien, là. On s'attend à ce que les gens crient, mais il y a aussi des gens qui crient et qui font. Il y a des gens qui font, et il y a des gens qui parlent pas puis qui font rien, mais on le sait pas nécessairement. C'est un bon sujet d'un souper entre amis, quand même, hein? Oui, des soupers avec Kim Thuy, c'est très... Ça. On est dans la banalité du quotidien, là, comment ça va au travail. Est-ce qu'on peut vraiment être empathique? Je vais aller avec une opinion, ben pas une opinion, mais une pensée controversée, mettons. L'autre jour, j'aime ça. Je sais plus si c'était à la radio, mais en tout cas, il y avait une espèce d'étude qui avait été faite que comme l'intelligence, je sais pas si c'était le QI qui mesurait ou la connaissance générale ou peu importe, était... corrélé avec si t'es plus de droite ou de gauche, mettons. Là. J'ai pas lu l'étude, je dis rien. Non, puis ben, en tout cas, selon ça, bref, disait que, tu sais, plus haute forme d'intelligence, souvent, les gens vont tendre vers des positions plus de gauche, puis bon, et inversement. Puis si je reviens à ma thèse de tantôt que l'empathie, c'est de la connaissance /intelligence. Tout ça semble faire du sens, on dirait. OK. C'est pas un sujet épineux. C'est ça, on va pas faire attention du tout à non, comment on répond mais à ça. c'est vrai en même temps que si on pense là, aux valeurs traditionnelles de gauche, on est plus dans la solidarité, dans l'égalité, dans les chances mieux distribuées, même si la gauche a ses problèmes aussi, puis c'est pas nécessairement la vertu incarnée. Là. Fait que il y a peut-être après ça une composante aussi d'intelligence émotionnelle, mais après, des gens de droite, je pense, pourraient dire, des libertariens pourraient dire, ouais, mais tout le monde pourrait faire plus avec ses propres ressources à eux. J'ai l'impression que l'empathie, comme toute, doit être un spectre, puis qu'on a différentes manières de l'imaginer. Là. Mais après, sûrement qu'il y a une question d'intelligence émotionnelle aussi dans notre perception des besoins d'un groupe. Là. C'est parce que je pense que la vision dans cette supposition-là, la vision droite-gauche est trop dichotomique, là, dans le sens où c'est tellement plus... tu sais, t'as la droite-gauche au niveau des enjeux... sociaux, mais après ça, économiques. Je veux dire, quelqu'un qui est plus de droite économiquement peut être probablement quelqu'un qui est super intelligent aussi, là, tu sais. Moi, j'ai un ami qui aime dire « T'es la seule personne qui me fait sentir de droite. » Fait que, tu sais, il y a aussi... On est toujours à droite de quelqu'un ou à gauche de quelqu'un. Ou il y a des gens comme Richard Martineau qui disent qu'eux n'ont pas changé, que c'est la gauche qui a changé aussi. C'est tellement... il y a certaines archives qui diraient qu'ils pourraient le remettre on pourrait analyser objectivement ça, puis je pense qu'on pourrait contredire. Mais c'est quand même, tu sais...
quand je l'avais interviewé à ce sujet-là, c'était son point. Puis il disait, moi, puis il n'est pas le seul à le dire, là, que la gauche a changé. Il y a Elon Musk, là, entre autres, qui... Il y a une bonne gang qui trouve que... Qui se transforme tranquillement en néo-nazi, mais qui dit que lui, il reste à la même place qu'il était. J'ai vu qu'il y avait un livre d'Elon Musk c'est là, vrai. dans votre bibliothèque. Ça, moi, j'avais lu sa biographie Elon Musk jadis. Là, ça fait longtemps, on était à Taïwan quand tu lisais ça. Ouais, ça doit faire... ça fait quoi, 8 ans, ça veut dire? Ouais. Puis... c'est pas le même gars, c'est pas le même Il Mulan. avait pas autant envie de détruire le monde. Il a pas autant envie. Là, c'est ça, il se transforme en super-héros, il se transforme en le baron Harkonnen là, dans le ouais, c'est ça. Il se transforme tranquillement. Il se transforme pas en Paul, là. Mais... En fait, il se transforme en Paul vers la fin, là. Ouais. Mais il se transforme tranquillement en baron Harkonnen. C'est une image très intéressante. Mais tu sais, en fait, au départ, ce gars-là, c'est des intentions les plus nobles. En fait, c'est le contraire. C'est sauver l'humanité. C'est amener l'humanité vers Mars. Lui, ça a tout le temps été ça, son espèce de end goal de tout. Puis là, c'est depuis que les woke ont tué son fils. Il rendu plus en combat contre les personnes trans que pour amener les humains sur... C'est un combat là, que je comprendrai jamais. Franchement, cette obsession de plusieurs personnes et plusieurs personnalités publiques contre les droits des personnes trans, je comprends tellement pas. J'ai l'impression qu'historiquement, on va vraiment les juger puis qu'on les juge pas du tout assez aujourd'hui. Mais moi, ça dépasse mon entendement. Il y en a qui se font juger. Là. J.K. Rowling, elle se fait juger quand même. Mais J.K. Rowling, peut encore... parler très, très fort contre les droits des personnes trans, puis elle a encore les tribunes pour le faire, puis il y a des personnes qui vont la défendre. Je pense que l'enjeu qui... Si on peut parler de ça, j'imagine. L'enjeu qui touche le plus les gens qui sont modérés et non directement dans la transphobie, c'est l'enjeu des bloqueurs d'hormones avant 18 ans. Moi, j'ai aucune idée de cette question-là, en fait. J'ai littéralement aucune idée de la science sociale derrière. J'ai aucune idée des études qui ont été faites sur les jeunes. J'ai aucune idée de tout ça. Mais ça semble être ça l'élément le plus... c'est ça que t'entends souvent. Moi, j'entends rarement ça. Ah ouais, hein? Peut-être si je questionne longuement quelqu'un puis qu'à bout d'arguments, on arrive à oui, mais les bloqueurs d'hormones, mettons. Mais avant ça, tu sais, j'ai l'impression, moi j'entends beaucoup, tu sais, il y a des hommes, il y a des femmes, c'est tout. Biologiquement, c'est comme ça. Puis pour moi, je comprends pas en quoi ça nous dérange l'identité de genre. Non, exact. Ça, c'est facile. C'est facile lui appartient, ça nous appartient pas. J'entends même des gens chialer sur les nouveaux pronoms, mais à quel point on s'en crisse qu'il y a des nouveaux pronoms, tu sais, qu'est-ce que ça nous fait? Moi, j'ai été très sensible à quelqu'un qui me disait, si tu salues mon chien, puis que tu dis, oh, t'es très beau, puis que je te dis, oh, elle est très belle, tu fais, oh, je m'excuse, t'es très belle. Tu sais, pourquoi ça passe avec un chien? On fait même ça avec des bébés humains. Un adulte qui te dirait, oh non, mon genre, c'est pas celui que tu viens de nommer, là, on est comme, il en existe juste deux. Je comprends tellement pas pourquoi ça nous frustre, là. C'est très, très naïvement, là. Je suis très confuse par rapport à... C'est beaucoup d'énergie à mettre dans quelque chose qu'au final, ça fait rien. Ça n'a aucun impact sur toi. C'est cette personne-là qui a droit à son autonomie de faire ce qu'elle veut. Tout à fait. En tout cas, je ne sais pas comment on s'est rendu là. Ouais, ah oui, les nouvelles personnes fâchées à la Elon Musk. À la Elon Musk. Je le comprends pas, Elon. C'est juste ça que je voulais dire. Non, mais je veux dire, il est rendu fou. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'autre... Ben, il n'est pas tout seul. S'il est rendu fou, il y en a une méchante gang qui sont rendus fous. Ça reste l'homme le plus riche de la planète. Tu sais, c'est comme l'homme le plus riche de la planète. Et est rendu comme... Est sauté. On the loose. On the loose. Il est un wild cannon. Qui possède la plateforme de réseaux sociaux d'information rapide la plus grosse au monde. Tu sais, au moment où on se parle, Donald Trump dit que Kamala Harris assassine des bébés parce qu'elle favorise l'avortement post-naissance. Tu sais, je veux dire, on vit dans un monde où les droits des personnes trans sont menacés par des gens extrêmement puissants, où les droits des femmes sont menacés par le potentiel futur président des États-Unis. Je veux dire, rien ne va plus. Il y a 2 semaines, c'était le futur président des exactement. États-Unis. Et dans tous les cas, l'ex-président, tu sais. Donc, je trouve juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de droits qui sont menacés par des gens
très, très, très applaudi. On n'est pas dans la marge là, avec Elon Musk puis Donald Trump. Puis ça, moi, des fois, ça m'empêche de dormir. Ouais. Parce que s'il y a autant de gens pour les admirer, alors c'est que je connais pas mes voisins, voisines. Ben, c'est ça qui est le plus stupéfiant quand tu fais juste passer un petit bout de temps sur X, là, formerly known as Twitter. Yes. Quand tu passes un petit peu de temps là-dessus, puis tu vas, mettons, juste dans les commentaires en dessous d'une publication du premier ministre, là, ou genre n'importe quel journaliste québécois, je parle du Québec parce que c'est là qu'on est. Puis là, tu lis les commentaires en dessous, tu dis, c'est qui ça? C'est qui a ce discours-là? Je veux les voir dans la rue, mais exposez-vous parce que on dirait que personne à qui je parle a ce genre de commentaires-là, jamais, tu sais. Je t'invite à écrire dans un média populaire à Ben, chaque semaine et avoir une boîte courriel. En étant une femme en plus. Yes! Moi, j'écris pour la presse, puis la majorité des messages que je reçois sont gentils, sont bienveillants. On me recommande des lectures, des sujets, on me fait réfléchir. Vraiment, là, la grande majorité des lecteurs, lectrices, j'adore. Puis c'est pour ça que je lis mes messages. Mais il y en a toujours quand j'écris sur les enjeux LGBTQ+, sur l'immigration. Puis moi, j'ai un regard très bienveillant. Si je veux parler d'immigration, je vais aller dans une classe de francisation, puis je vais parler des gens qui sont là. Je suis rarement là dans la polémique, là, pratiquement jamais. Mais à chaque fois que je parle d'immigration, d'enjeux queer, de féminisme, oh là là! Puis là, tu c'est comme brasser un nid d'abeilles, genre. Oui, mais un ça bâton, n'a là. aucun sens. Ouais, c'est fou. Certains des messages que je reçois, puis moi, je réponds pas quand on m'attaque personnellement, mais si on attaque les gens que j'ai invités, que j'ai interviewés, c'est là où je vais devenir plus direct. Tu sais. Puis dans ce cas-là, je vais toujours écrire vous faites preuve de sexisme, d'homophobie ou de racisme, ça m'intéresse plus de vous lire, au revoir. C'est le seul moment où je vais être très claire. Puis étonnamment, souvent les gens ils vont me répondre « Ah, c'est vrai, je suis désolée, je m'en étais pas rendu compte. » Ah ouais, mais voyons donc. Puis je fais tu t'es levé un matin, tu m'as écrit un message long de même. Sans ponctuation, puis juste dans un bloc. Puis tu t'en es pas rendu compte. Puis là, un moment donné, je suis comme, peut-être. Peut-être, pour vrai, qu'il y a des gens qui sont jamais confrontés sur leur opinion. Peut-être qu'ils les mettent jamais à voix haute. Ouais, ou peut-être qu'ils vivent dans une bulle, dans un cercle où est-ce que c'est comme des propos qui sont tenus normalement. Puis que... Très possible. Puis que personne fait, ben voyons donc, ce que tu viens de dire là, c'est complètement sexiste. Ça se peut-tu que ma réponse allume quelque chose? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que c'est des gens aussi qui pensent un peu crier dans le vide puis qui font « Ah, crotte, il y avait un humain derrière ce courriel-là. » Puis là, ils se sentent mal. Ils ont de l'empathie. Ça se peut. Mais en même temps, tu sais, je suis pas psychologue puis ni mère. C'est pas à moi d'éveiller les consciences de ces gens-là. Ou peut-être que c'est à moi, justement, parce que c'est pas à la personne marginalisée de porter encore une fois le poids de l'éducation. Mais là, après, je suis payée pour éduquer le monde, oui, dans ma chronique, peut-être pas en courriel après, c'est un service après-vente. C'est comme une espèce de roue de c'est quoi ta responsabilité en tant que personne qui prend parole. Je sais pas si Elon Musk y pense souvent. À cette roue de responsabilité-là. Mais quand tu as un micro, pense-y aux effets de ce que tu dis, puis à comment, après ça, tu peux assurer la sécurité des personnes auxquelles tu tends le micro. Là. Ouais. Tough. C'est tough, parce que, pour répondre à cette question-là, probablement qu'ils y pensent pas souvent, parce que s'ils pensaient vraiment à l'impact de ses propos, je veux dire, imagine être son fils, puis là, que ton père aille sur toutes les tribunes, aille faire une grosse entrevue avec Jordan Peterson en disant que les woke ont tué ton fils carrément, qui a juste fait une transition pour devenir une femme. Là. Puis là, imagine être son enfant. Ça a comme pas de sens. Être sa fille maintenant, ouais. Puis après ça, toi, avoir le poids de sortir publiquement pour dénoncer les propos de ton père. Ouais, c'est complètement affreux. Après, tu sais, je crois comprendre en regardant les statistiques que c'est pas non plus un cas isolé, tu sais, un parent qui tourne le dos à son enfant trans. C'est complètement horrible. Puis, tu sais, s'attaquer à une communauté qui est déjà plus malade, plus dans la pauvreté, puis plus tuée que les autres, je trouve juste ça bas. Ouais. Si tu veux attaquer quelqu'un, attaque quelqu'un qui a le pouvoir. Là. Il me semble que c'est une idée qu'on entend assez souvent. Là, devrait s'être rendue à ses oreilles. Tape pas sur des gens qui ont déjà 1000 fois plus de bâtons dans les roues que toi, alors que tout ce qu'elles veulent, c'est accéder
à l'équilibre ou peut-être même au bonheur. Là. Ouais. Je comprends pas, mais c'est beaucoup plus facile, je pense, en tout cas, c'est parfois ce que je constate aussi en fonction des réactions de certaines personnes très, très, très assises sur leur position. Je pense que c'est super effrayant de voir le monde changer, puis il y a des personnes qui tiennent très, très fort à leur monde carré, puis c'est comme ça que les choses fonctionnent, puis j'ai pas à me poser de questions, puis c'est moi qui ai le lead, puis il y a personne qui va me challenger, puis ça, c'est confortable. Puis à la seconde où il y a quelque chose qui vient perturber cet environnement-là que tu as toujours connu, j'ai l'impression qu'ils ont des palpitations, puis qu'est-ce que je peux faire, ben c'est ça, tu tapes sur la personne à terre. Là. Tu vas sur Twitter, puis tu ouais, exact. écris des énormités. Là. Oui, ça n'a pas l'air d'être souvent comme l'introspection de quelle place, moi, je pourrais laisser, quel privilège m'ont amené ici. Ouais. Quel bien je pourrais répandre, quelle différence je pourrais faire positive dans le monde. Oui, ou le nombre de personnes qui... Quelle œuvre je pourrais créer. Oui. Je me suis fait tout seul, je me suis rendue là, tout le monde peut. Combien de personnes, j'ai entendu dire ça, qui ont des parents riches, qui leur ont légué plein de cash, qui ont payé leur première maison, leurs études, tu sais. Personne se fait tout seul. Là. Il y a une société, il y a une culture qui t'a fait aussi. Là. Ça n'enlève rien au fait que les gens ont travaillé fort puis que les hommes ont travaillé fort aussi. Mais à un moment donné, tu sais, ce mythe de « je me suis construit, tu peux te construire aussi ». Allons tout le monde. On prend une grande respiration, on réfléchit puis on regarde un peu où ces bouleversements-là nous amènent. Ça pourrait être le fun. Ça pourrait être une belle destination. Là. Hey, peut-être! Ouais. Ben, c'est sûr qu'on s'en va destination crise climatique. Là. Est-ce que la destination va être belle? Je sais pas, mais peut-être que la route vers la destination catastrophe pourrait être plus douce. Les escaliers qui vont nous descendre tranquillement vers l'enfer vont être au moins avec un beau pavé. On pourrait les descendre main dans la main. Ouais. Au moins. Main dans la main vers l'extinction. C'était le personnage dans The True Detective de Matthew McConaughey qui disait ça. Là. J'ai pas regardé cette saison-là encore. T'as pas écouté la saison 1 de True Detective? Oui, j'ai écouté la saison 1. C'était dans la saison 1. C'était le personnage de Matthew McConaughey qui disait ça. Il disait, moi, je suis ce qu'on appelle un nihiliste. Il dit, je pense que la meilleure chose que l'humanité pourrait faire, serait marcher main dans la main vers l'extinction. Oh mon Juste comme arrêter de se reproduire puis marcher tout le monde ensemble vers la fin. Oh, je me rappelais pas, mais c'est pas ça que je souhaite. Là. C'est juste que j'ai quand même des moments de pessimisme quand la lumière est belle à cause de feux de forêt dans l'Ouest. Ça t'empêche-tu de dormir? Y a-tu quelque chose qui t'empêche de dormir ou non? Ben, sur le plan figuré, là, ou vraiment? Rien m'empêche vraiment de dormir. C'est ton voisin qui marche en haut de chez vous, ça m'intéresse peu. Les idées qui m'empêchent de dormir, qui m'occupent beaucoup, oui, là, la crise climatique, ça me fait bad tripper, mais en même temps me paralyse un peu, comme beaucoup de gens. Donc, fait que là, ça m'amène de la culpabilité parce que je trouve que je ne sers à rien dans cette crise-là. Après, je considère que mon poids est minime par rapport aux grandes compagnies et aux décideurs. Fait qu'à un moment donné... Tout le monde a ce feeling-là. Je composte puis je fais du vélo, là. Mais après, est-ce que je préfère mieux? Oui, je pourrais arrêter de voyager. J'ai beaucoup arrêté de voyager. J'ai plus l'intention de voyager comme avant. Est-ce que je prendrai plus jamais l'avion? Probablement pas. J'aimerais le reprendre. Est-ce que ça m'empêche de dormir? Oui. Fait que, oui, l'environnement. Mais je dirais aussi le manque de sensibilité qu'on a par rapport à l'autre là, me fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Tu sais, je regardais le film Civil War, puis là, j'étais comme, pourquoi j'ai l'impression que ça se peut? C'est dans 2 semaines. C'est ça. C'est nul de regarder ce film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou on ne sait pas pourquoi, mais les États-Unis sont en guerre civile. Il y a 2 camps. On n'a aucune idée là, de l'idéologie derrière cette guerre-là. C'est pas important. On sent juste que les gens se sont montés les uns contre les autres, puis veulent changer le gouvernement en place et veulent faire un coup d'État. C'est tout ce qu'on sait. Mais tu regardes les tensions entre voisins qui s'entretuent. Tu sais même pas pourquoi, puis tu te dis « Hey, ça pourquoi? J'aime pas avoir l'impression que ceci se pourrait. Puis, tu sais, je veux pas être alarmiste non plus. Je veux pas me faire un camp dans le bois avec des réserves de bouffe, là. Mais est-ce qu'il y a des petites étincelles à l'occasion où je me dis, faut-tu que je me magasine une terre vraiment loin? Oui. Puis ça m'empêche de dormir parce que je servirais à rien dans une guerre civile.
Tu penses pas que... Excuse-moi. Non, mais je veux dire, tu sais, on est déjà passé par là, puis il n'y a rien qui empêche que l'histoire se que répète. l'histoire se répète. Là. Je veux dire, Non. l'histoire s'est répétée plusieurs fois dans l'histoire, là, tu sais, puis Complètement. surtout, justement, tu sais, dans un contexte de crise climatique, de migration, Mm-hmm. tu sais, de grands bouleversements, ça rend ça d'autant plus possible que des tensions comme ça émergent. Puis surtout, tu sais, on parlait de radicalisation, tu sais, la droite qui est plus à droite, la gauche qui est plus à gauche, selon Richard Martineau. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de... La gauche, il y a quand même une il y a radicalisation. des extrêmes quand même aussi. Il y a un extrême aussi qui est là. Fait que, Qui tu ne sais, s'équivalent pas. Non. Non, à non, mon non, humble non, avis. non. Mais oui. non, mais tout ça pour dire quand même que de plus en plus, il y a, tu sais, une espèce de De schisme, là. schisme qui Oui. se crée, de gap qui se crée, puis tout ça pour dire que ça rend ça d'autant plus possible que J'ai des lu, genres de... tout à fait, un reportage là, fascinant. Puis je pense qu'il est disponible en audio, puis il dure 2h30 pour les personnes qui préfèrent ça. C'était dans The Atlantic il y a 3 mois, je pense. Fait que mettons édition de mai ou juin. Oui. Et la théorie du journaliste, c'est pour savoir ce qui nous attend dans un futur proche, il faut s'intéresser à la ville de Phoenix. Alors, ville de Phoenix, dirigée par un Trumpiste hardcore qui a menti pour protéger son président avant d'être un petit peu repentant. Ville située aux lignes du Mexique, donc où il y a beaucoup de migration, où il y a des gens qui laissent des bouteilles d'eau aux réfugiés qui font la traversée pour pas qu'ils meurent de soif dans le désert, mais où il y a aussi des gens qui se promènent en pick-up avec des guns puis qui vont tirer les bouteilles d'eau pour s'assurer que les migrants qui sont dans le désert n'aient pas d'eau. Fait qu'il y a cette guerre-là entre différents groupes. Ville où il n'y a plus d'eau. L'eau n'existe à peu près plus. Dans les villes autour, déjà, on est en train de chercher des manières de s'abreuver parce que les puits sont vides, parce qu'on a vendu des maisons sur des terrains où il n'y en aurait jamais d'eau. Puis on ne l'a pas dit aux résidents qui sont comme, ben moi aussi, j'ai le droit à de l'eau. Oui, mais où c'est que tu veux qu'on la trouve, l'eau, quand nos bassins sont en train de se vider? Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller la trouver? À qui on va la donner en premier, l'eau? Ça, c'est un problème que beaucoup d'États vraiment pas loin du Québec vont connaître aussi. Fait qu'il y a la crise climatique, il y a les enjeux politiques, il y a les enjeux de migration. Tout ça se joue en même temps à Phoenix, qui serait comme la ville modèle des enjeux qui vont tous et toutes nous toucher bientôt. C'est fascinant parce qu'ils ne sont pas encore tant dans les solutions. D'ailleurs, c'est quoi la sénatrice qui a été élue pour cette région-là? Le journaliste lui a demandé c'est quoi ton plan pour l'eau? Puis elle a dit j'en ai pas de plan pour l'eau, mais laisse-moi te parler de mes plans pour lutter contre les personnes trans. C'est même pas une joke. Ouais. C'est zéro une blague. Fait qu'elle, elle s'est fait élire avec son plan contre les personnes trans. Il n'y a plus d'eau dans les villes autour de Phoenix, mais ça, whatever. Ouais. C'est vraiment urgent. Donc, c'est vraiment une espèce de laboratoire que nous, on peut observer pour comprendre ce qui s'en vient. Puis bon, ils sont pas dans une guerre civile, mais tu comprends que c'est tendu en tabarouette, puis qu'il y aura toujours des gens qui veulent aider, d'autres gens qui veulent protéger ce qu'ils ont, en disant, je veux protéger aussi ma famille. T'sais, on peut comprendre certaines de ces positions-là, mais après, ça a l'air irréconciliable. On n'aura pas le choix de trouver des manières de s'entendre, parce que sinon, ben c'est ça, je vais être comme au cinéma. C'est Civil War ou ben c'est Mad Max dans le cas de Phoenix. C'est vrai, c'est deux options tout à fait possibles. Je me rappelle, on avait reçu Émile Roy sur le podcast, puis ça fait plusieurs fois que je parle de ça, parce que lui, ce qu'il nous avait dit, c'est qu'il trouvait qu'on était comme pile poil à la limite entre l'utopie puis la dystopie. Genre qu'on peut parce que basculer les d'un affaires bord à vont l'autre. bien. Qu'on est comme vraiment... On peut basculer d'un côté aussi, tu sais. Puis on dirait que moi, j'ai pas le choix de me dire que cette possibilité-là existe, parce que sinon, à quoi ça sert? Oui, tu sais. À quoi ça sert sinon? Si on se dit qu'il n'y a aucune chance de ramener une stabilité écologique sur la planète, donc on se dit qu'il n'y a aucune chance que ça revienne, ben à quoi ça sert d'être ici et d'exister? Je veux dire, juste sortir dehors aujourd'hui, il fait 35 à Montréal, on en parlait tantôt. T'es dans le béton, t'es comme OK, I guess que ça va être de pire en pire, puis on va mourir quand ça va être rendu 40 degrés, ben là on va mourir. Oui,
C'est pas viable. C'est ça, c'est pas viable. Fait qu'on a comme pas le choix de penser que parce que on peut militer pour la décroissance, on peut militer pour un gouvernement plus égalitaire, on peut militer pour toutes ces choses-là, mais la vérité, c'est qu'en ce moment, c'est quoi le terme? Pas le capitalisme. Le capitalisme existe. Fait que ce qui va réussir à nous sauver, s'il y a une grâce qui va nous sauver, ça passerait par la technologie, par l'avancement. Quand l'argent va être rendu là-dedans. Comme ça. Puis ça, c'est super intéressant. C'est lesquels? Allons-y. Ben, parce que tout ce qui est le discours technologique sur ce qui... Faut pas trop s'inquiéter parce qu'on va en créer des plantes, parce qu'on on va le stocker, le carbone. Ouais. Tous ces discours-là, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Parce qu'il y a des scientifiques qui sont comme, on n'a pas le choix, la gang, on est rendu là. Puis il y en a d'autres qui disent, mais plus vous faites la promotion de ça, plus vous déresponsabilisez les gouvernements. C'est pas tant toi puis moi, là. Je peux pas le pogner, le carbone, même si j'essaie bien fort. Là. On a presque aucun impact quand tu regardes ça. C'est ça l'affaire. En même temps, il ne faut pas se déresponsabiliser non plus. Sauf qu'il faut être réaliste par rapport à qui a un rôle à jouer. Tout à fait. Puis, tout le rôle, quoi notre rôle? Je veux dire, le plus grand pouvoir qu'on a, comme c'est en votant. C'est en votant. Oui. C'est pas nécessairement pas en plantant un arbre. Planter un arbre aussi, là, tu sais. Plantons et votons. Ouais. Mais le vote a plus d'impact que l'arbre qu'on plante. Oui, mais c'est juste que si moi, on me dit, hey, panique pas, on va en recréer en serre des arbres. C'est qui? Ça prend un on qui le fait, là. Est-ce que mon vote va refléter l'urgence actuelle? Parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas rendu là encore puis qu'il y a des raisons de paniquer. Après, je connais une émission de radio, Les idées folles avec Paul Journet, puis quand on choisit nos sujets ensemble, souvent, moi, je suis en mode comme comment survivre à la guerre contre les robots? Quel optimisme trouver dans l'apocalypse? Puis on les fait parce qu'on trouve que c'est drôle. Mais il y a toujours Paul pour me rappeler, mais ça n'a jamais été aussi bien en même temps. Ouais. Oui, je suis d'accord. Aussi peu de violence, aussi peu de meurtre, aussi peu de... Mais oui, puis bien sûr, la crise climatique, il fait peur. Et c'est une des personnes les plus écolos que je connaisse. C'est pas ça que je veux dire, mais il est quand même toujours là pour faire on vit plus longtemps, on a plus de ressources, la mortalité infantile diminue. Il faut aussi se rappeler que il y a plein d'affaires qui vont bien, il y en a qui vont très, très mal. Je peux pas tomber uniquement du côté obscur, mais après, je peux pas non plus fermer les yeux puis être dans le déni parce que j'avancerai pas vers un monde meilleur. Fait que, j'ai l'impression, faut dormir, mais faut s'impliquer, faut militer, faut réfléchir, faut sensibiliser en même temps, puis il faut pas fermer les yeux. J'ai l'impression que c'est surtout... Moi, quand je dis que je me rappelle ça, c'est surtout pour que je puisse exister correctement dans le monde, parce que sinon, je serais juste pas capable. C'est paralysant, là. Exact. Tu le mentionnais tantôt que c'est paralysant, cette anxiété climatique-là. Puis c'est vrai que ça l'est, parce que juste... je vais reprendre la canicule d'aujourd'hui. Juste si, aujourd'hui, tu sors dehors à Montréal, puis tu te dis que ça va juste aller en s'empirant à chaque année de ta vie. Il y a comme rien à faire, là. Tu rêves de fuite, là. C'est ça, exact. Mon chum me disait qu'il avait entendu que pendant les feux de forêt, l'année passée, là, ils sont en train de se répéter, mais bon, ils sont dans l'Ouest. L'année passée, c'était au Québec. Pendant les feux de forêt à Montréal, quand tu sortais courir, parce que c'est un coureur, quand tu sortais courir, c'était comme si tu avais fumé 2 paquets de clopes dans ta journée. Puis j'étais comme, tabarouette, si moi j'étais une ex-fumeuse, ça me ferait recommencer à fumer. Direct. Rendu là, tu sais. 2 à 4 paquets, on s'en casse. Oui, c'est ça. Mais c'est comme si j'avais fumé. Fait que je pense qu'il faut garder la tête froide, puis justement pas juste paralyser ou retomber dans des comportements destructeurs parce que de toute façon, on va se faire détruire. C'est ça, exact. Mais c'est tough. Ouais. C'est tellement tough. Dans mon émission de Radio Ralentir, j'ai reçu une militante pro-environnement qui a lâché ses études universitaires. Oui, j'ai entendu le segment. Sandrine Giroula, puis pour se consacrer uniquement à la lutte contre la crise climatique. Puis, tu sais, j'encourage personne à lâcher l'école, mais quand je l'écoutais, je me disais, c'est quand même une décision qui fait du sens dans ses priorités à elle. Puis après,
tant qu'à regarder le monde brûler avec un bac. Ouais. Puis j'encourage tout le monde à avoir un bac. En sciences sociales. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je trouve ça merveilleux, les études supérieures. Tout le monde devrait y avoir accès. Mais je comprenais son point de faire... le monde est absurde. Moi, j'ai besoin de trouver une voie où je trouverai pas que je sers à rien, mettons. Mm-hmm. Puis ça m'a fascinée de faire... C'est un choix de vie tellement radical, tellement courageux, mais tellement en cohérence avec ce que cette personne-là ressent aujourd'hui, que je trouve ça admirable d'être capable de faire des choix qui sont incompréhensibles pour un paquet de monde, je pense, mais les seuls qu'on puisse faire soi-même. Puis j'ai entendu l'entrevue, mais rafraîchis-moi la mémoire, c'est quoi qu'elle fait finalement dans le quotidien, dans sa lutte? Elle est vraiment militante, là, Okay. organiser des manifestations, lutter, approcher des entreprises pour qu'ils changent leur programme. C'est vraiment dans l'action, là, sensibiliser, penser à des politiques. Elle voue sa vie à trouver des solutions puis à nous encourager à les adopter ou à mettre de la pression, surtout parce que les changements ne sont pas uniquement entre nos mains. Là. Donc, c'est vraiment... c'est faire vœu de piété aussi, là. C'est ce qu'elle disait, là. Comme, les militants, on est souvent pauvres. C'est pas un choix qui nous enrichit, mais c'est le seul qui nous permet de dormir la nuit. Ouais. Puis c'est primordial dans la chaîne de... Tu sais, justement, là, la différence qu'on peut faire, c'est de voter, mais pour voter, il faut être sensibilisé, il faut entendre parler de ces enjeux-là. Ça prend des gens qui en parlent. Fait que c'est comme ces trous-là. Ça prend aussi des gens qui finissent leur bac puis leur maîtrise pour aller dans les labos pour trouver la technologie pour capturer le carbone. Ça en prend de toutes les sortes. C'est ça, tu sais. Si tu sens que tu as la capacité de faire des études supérieures pour aller apprendre ou du moins créer une façon de capter le carbone, continue. Lâche pas. On a déjà du monde qui organise des manifs, là. On n'a pas besoin de toi là-dedans. Continue là-dedans. Mais c'est ça que ça prend les deux. C'est ça, c'est vrai. Si ces gens-là qui sont au front puis qui essaient de trouver les solutions, qui sont dans les labos puis qui sont dans des ingénieurs ou des... mais qu'il n'y a personne qui sont prêts à leur donner le financement qu'ils ont besoin pour trouver ces solutions-là. Ça va pas plus loin. Absolument. Mais ça ouvre aussi une discussion que nous, on n'a pas abordée à l'émission, mais qui est intéressante sur les études supérieures. Je pense qu'on est d'une génération où on y avait accès, fait qu'on s'est tellement fait encourager avec raison à va chercher tes diplômes, allez hop, c'est la voie. Mais pour un paquet de gens, c'est aussi pas tant la voie là, à suivre. Puis je pense que ces personnes-là ont le droit aussi à un moment donné de faire moi, ce que je veux, c'est une technique. Moi, je veux aller planter des arbres, puis c'est ça que j'aime faire, puis c'est de ça dont une portion de la Terre a besoin aujourd'hui. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi que je trouve intéressant dans le discours de drop-out qui font, moi, mon sens, il est ailleurs, puis OK, je l'ai pas, mon bac, mais je fais quelque chose que je trouve utile puis que j'aime. Je trouve ça le fun aussi. Parce que la première réaction quand on entend ça, c'est, voyons donc, elle a lâché son bac, elle aurait pu finir son bac. Ouais, elle aurait pu, mais elle peut aussi on s'est jamais fait dire, ou du moins dans tout le parcours, dans mon milieu à moi, je me suis jamais fait parler du coût de renonciation de faire un bac, là, aller faire 4 ans à l'université, là, c'est 4 ans pendant lesquels, ou même si tu prends le cégep avec ça, là, c'est 6 ans pendant lesquels tu aurais pu parfaire une autre connaissance, aussi financièrement, faire quelque chose d'autre. Tu sais, mettons, quelqu'un qui fait un DEP, là, t'as 6 ans de plus à partir de comme 20 ans, 19-20 ans pour commencer à financièrement investir. Tu sais, puis c'est un coût de renonciation énorme quand tu arrives plus tard dans le temps. Là. Oui, vraiment. Puis tu sais, je les ai fait, là, mes études supérieures, puis j'adorerais aller faire une maîtrise. Je suis super pro-école, mais je pense juste que c'est pas nécessairement pour tout le monde non plus, puis qu'en cours de route, tu peux comprendre que ton chemin est ailleurs, puis ça devrait pas être vu comme une défaite ou même comme quelque chose d'absolument choquant. Ou quelque chose pour les gens qui sont pas capables de s'y rendre. C'est comme non, c'est peut-être un choix aussi. Là. Vraiment, puis peut-être que ta place est complètement ailleurs, puis peut-être que tu y reviendras, puis peut-être que ça t'intéressait même pas à base, puis c'est quoi, c'est pas très grave non plus. Là. C'est ça. Je trouve juste qu'on parfois on dévalue les autres routes qui mènent à une vie de travailleur, travailleuse épanouie. Parce que je pense que ça se peut aimer travailler. J'ose croire, en tout cas. J'espère. Mais tu sais, on se fait beaucoup mettre de pression pour travailler fort, travailler plus, travailler mieux, puis rayonner. Puis des fois, je pense que on oublie l'idée
on peut travailler pour travailler, puis ça peut être un choix, mais on peut aussi travailler puis pas trouver ça terrible dans un monde idéal. C'est un privilège, là, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est atteignable, puis c'est aussi ce que la série Ralentir m'a amené à concevoir, là, cette idée que si tu trouves un rythme qui est approprié à tes volontés, tes désirs, puis tes besoins, ça se pourrait que le travail prenne un autre sens, là, que ce soit plus l'espèce de religion à laquelle tu adhères. Moi, je travaille, moi, je suis dans le jus, moi, je suis fatiguée, moi, j'ai fait un burn-out, j'ai recommencé à travailler le lendemain, j'ai accouché 3 jours plus tard, je travaillais, tu sais. Puis je pense que parfois, c'est vraiment par nécessité, mais des fois aussi, c'est parce que c'est encouragé dans notre société de performer toujours plus. Puis comment ce sujet-là s'est présenté à toi? Est-ce que c'est quelque chose... C'est quelque chose que tu portes en toi, ces difficultés-là à ralentir? Ça m'obsède, là. Moi, ça fait, je dirais, là, 2 ans que je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce sujet-là, mais 1 an que je parle à du monde, que j'écris là-dessus, que je suis vraiment absorbée par... Le monde qui te connaisse trouve tout ça comme... gossant? Trop, là? Ben, un peu, mais je pense que le monde qui me connaisse trouve plein d'affaires. Plein d'affaires trop. Comme tout le monde. Quand je deviens très monomaniaque, là. Moi, quand j'ai une nouvelle passion, là, c'est vision tunnel, là. Puis là, je fais que ça, là. Fait que oui, c'est sûr que mais ça ressemble à quoi, mettons, la vie de Rosamée Automne-Témorin avant qu'elle commence à ralentir, mettons? Je sais pas si tu as commencé à ralentir, finalement. J'ai commencé. Ouais. Moi, ça fait 5 ans que je travaille 65 heures semaine minimum, mettons. Parfois, vraiment plus. Ouais. Puis vraiment, minimum. Puis par choix, parce que je fais que des contrats que j'aime, là. Personne ne m'impose ça. Ouais. C'est que des affaires où je suis comme, mais je peux pas dire non, ça me fait tellement triper. Fait que c'est 65 heures par semaine de gros bonheur, là, de rencontres qui me pèsent pas. Mais... au bout de l'année, ça pèse parce que je suis épuisée, parce que je suis plus une bonne amie, parce que j'ai plus de temps, parce que je suis une moins bonne blonde, parce que j'ai plus de patience, parce que je suis plus une bonne tante, parce que je vois mes neveux 3 fois par année à des anniversaires, parce que sinon, je travaille. Puis là, à un moment donné, c'est comme, oui, le travail me nourrit puis me rend heureuse, mais toutes les autres sphères de ma vie qui me nourrissaient puis qui me rendaient super heureuse, ben là, je les ai éliminées. Ouais. Puis, elles me manquent pas parce que, mon Dieu, je suis dans un tunnel fou. J'ai même pas le temps de voir pas le temps de t'ennuyer, là, ouais. Exactement. Mais quand tu prends un pas de recul puis que tu te demandes, mais qu'est-ce qui est important pour moi? C'est pas le travail, c'est mes neveux, c'est mes amis, c'est mes sœurs, mon frère, mon chum. Ces gens-là qui ont une place de second rôle dans ma vie. Ouais. Fait que là, quand ça, c'est devenu clair, j'étais comme, mais comment je suis tombée là-dedans? Puis je suis pas toute seule, là. Ouais. Pas moi, la folle égoïste ambitieuse, là. On est une sacrée gang à être embarquée là-dedans. Donc, structurellement, là, qu'est-ce qui nous amène là? Fait que là, c'est là que c'est devenu un peu une obsession de, OK, ouais, la culture de performance, sure, la société de productivité, ouais, OK, mais encore qui? Personne, moi, qui me met un gun sur la tempe, je suis pigiste. Ouais. Fait que c'est quoi en moi qui me pousse à carburer comme ça? J'ai-tu peur de m'ennuyer? J'ai-tu peur de mourir? J'ai-tu peur de rien laisser? J'ai-tu peur d'être vue comme paresseuse? Oh! Et si les gens trouvaient que je sers à rien? Peut-être que je sers à rien. Je sers probablement à rien. Pourquoi ça m'affecte? Qu'est-ce que je veux projeter finalement? C'est quoi être un bon adulte dans ma tête? Ce serait-tu cotiser à mes REER, remplir mon CELI puis dire que je travaille beaucoup? Peut-être. Pourquoi je veux faire ça? J'ai-tu peur de manquer de ressources? Sure. J'ai-tu peur d'une crise économique? Oui. J'ai-tu raison d'avoir peur? Tu sais, c'est une espèce de plongée en soi qui part du grand monde, là, d'absolument tout le monde. Puis après ça, de nos mécanismes à nous. Fait que d'en parler avec plein de gens, ben là, c'est de voir les sensibilités de chacun. Puis, OK, tu sais, toi, t'as un patron qui te texte les soirs puis la fin de semaine. OK, penses-tu que c'est normal? Savais-tu que ça existait des chartes de déconnexion? OK, là, on rentre soudainement en mode solution. Puis tu réalises qu'il y a des gens qui sont passés par là avant toi, qui ont trouvé des super bons outils. Parce que moi, ma théorie pour ralentir, c'était tout le monde est fatigué. On sait pourquoi on est fatigué. Là, on en a abondamment parlé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour trouver un rythme de vie qui nous convient? Fait que c'est 100% solution. Expliquez-moi, tout le monde qui vivait avec un certain équilibre, comment vous êtes arrivé là. Puis en entendant ces gens-là parler, je fais OK. Fait que j'en ai lâché des contrats. Ouais. Oui, en faisant... Parfait. Là, j'ai compris qu'est-ce qui est en mon pouvoir, j'ai compris qu'est-ce qui me nourrit moins, comment je veux répartir mon temps
là, je suis prête à poser des actions. C'est vraiment Toi, des sacrifices. Toi, tu souffres de Moi, ça. je souffre quand de même. ça à 100 000 à l'heure, tu sais. Puis c'est vraiment. Depuis qu'on est à l'âge de travailler, là, depuis qu'on est des adultes. Ouais. entre guillemets. En fait, depuis le jour où je suis rentré au cégep, puis que ça va avoir de l'air con, parce que le monde qui vont se dire que le monde qui étudie en musique au cégep, puis il fume du pot, puis. Le cliché veut ça. Moi, ouais. je suis rentré au cégep, puis Ça fait le contraire. mon prof de guitare, avant, tu sais, quand j'étais au secondaire, je prenais des petits cours le soir, m'avait dit, tu sais, si tu veux réussir dans ce milieu-là, faut que tu travailles fort. Ouais. Il faut que tu travailles plus fort que n'importe qui. Ouais. Parce que c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Puis c'est genre le 5% en haut qui fait une vie là-dedans. Tu sais. Puis il avait raison. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. là. Genre, du jour 1 au cégep, j'ai travaillé. J'étais au cégep de 7h le matin à 9h le soir, à tous les jours, à pratiquer ma guitare 5 heures par jour, à essayer d'avoir des 95 dans tous mes cours. Puis j'ai juste gardé ça tout le temps. Puis tu sais, PH, je le sais, je suis tout le temps en train de se dire, hey, là, je suis fucking débordé, mais genre, le mois prochain, là, C'est un bon classique. moins d'affaires. Tu sais, combien de fois je t'ai dit Non, ça? man, c'est infini. Puis en plus, non seulement ça, mais tu sais, c'est un milieu où est-ce que t'as pas des projets dans 3 mois, tu sais. Ouais. Fait que les projets arrivent, puis fait que c'est comme, non, mais là, les projets finissent dans un mois. C'est Ouais. comme, ouais, man, mais on sait Il va en tous avoir les d'autres. deux que la semaine prochaine, tu te fais appeler, tu vas dire oui pour cela dans 2 mois. Non, mais là, mais je Ah non, quand ça va être je fini. me remettrai pas autant dans le jus, là, genre je vais faire plus attention, mieux choisir. Puis j'ai toujours l'impression que je choisis mieux, mais tout le temps des nouvelles affaires que je suis comme, ah là, je peux pas dire non à ça. Mais c'est ça. Fait que là, ça se présente, fait que là, ça se remplit, puis c'est une boucle éternelle. Puis tu sais, je dis pas ça. Je trouve pas que c'est cool le monde, tu sais, qui disent genre, je suis fucking dans le jus, man, je sais que je suis dans le jus. Genre, puis quand je dis ça, je me gosse moi-même Moi parce que je aussi, suis comme comprends. cette personne-là fucking gossante qui est comme, ah, moi, je suis tellement dans le jus, j'ai tellement de job. Tu sais, dans le fond, il y a Je suis tellement privilégiée. c'est ça, il y a un côté brag là-dedans Ben de oui. dire, hey, j'ai tellement de contrats. Tellement tu sais, de demandes. Hey, faut que je C'est vrai. dise non à des contrats. Mais Tellement c'est j'ai des Fait que tu sais, je me sens. C'est terrible, Ouais. je comprends, là. Puis, tu sais, je me sens mal, puis je me gosse moi-même à dire ça, mais c'est ça. Pareil, puis tu sais, je trouve pas qu'il y a rien de cool dans le fait d'être surchargé, puis dans le fait d'être sur le bord du burn-out. C'est pas fun, c'est pas cool, c'est pas souhaitable, puis on devrait pas se rendre là. Mais la réalité, c'est que je suis tout le temps un peu là. Mais il y a genre. 2 choses dans ce que tu dis que moi j'entends. Un, la vie de musicien et de pigiste Ouais. qui fait justement que tu peux dire le mois prochain, je prends ça relax, mais Ouais. le contrat, il va arriver le mois prochain. Ouais. Puis dire non à un contrat dans un milieu précaire, Ouais. imprévisible, qui vit une super crise comme tout milieu culturel Absolument. en ce moment, Ouais. hey, c'est un pensez-y bien. Fait Vraiment. qu'il y a quelque chose de systémique dans cette fatigue-là. T'as le choix de dire non, mais c'est un choix qui peut venir avec Ouais. de solides coups. Puis je pense que c'est, tu sais, il y a des milieux comme ça, travailleurs autonomes, Ben oui. où est-ce que, tu sais, en musique, c'est, tu sais, je veux dire, la plupart des intervenants dans ce milieu-là roulent pas sur l'or. Fait que, tu sais, si tu veux comme avoir un niveau de vie décent aussi, souvent, 40 heures, ça le fait pas, mettons. Ben oui, puis tu veux penser probablement à ta retraite Ouais. aussi. Puis quand t'es pigiste, faut que tu y penses en tabarouette à ta retraite. Fait que tu dis, ça durera pas toujours. Faut que je pile, faut que je sois wise dans mes choix de vie aujourd'hui pendant que je peux faire des choix. Peut-être que tu te dis aussi, après une coupe de non, peut-être qu'on va arrêter de m'appeler. là, Exact. tu sais. Il y a ça. Ben oui. Il y a ça, fait que tu sais, des fois tu dis non, mais sans fermer complètement la porte. Ben là, genre, je peux pas tout de suite, mais genre, tu sais, mais prochaine fois, ou reviens-moi, tu sais. Puis Ouais. juste pour pas comme fermer Ben oui. des portes, tu sais, t'es tout le temps en train de genre de garder. Puis après, peut-être que ça te nourrit. Peut-être Ben oui. peut-être C'est que ça aussi, te fait c'est que triper, tu sais. il y a- Il y a rien de mal là-dedans. La difficulté, il y a la difficulté de dire non à cause du contexte économique, puis tout ça, puis de la particularité de ce travail-là, mais il y a juste difficulté de dire non parce que C'est le fun. c'est ce qui nous passionne, Mais tu sais, oui. toi, puis moi, puis genre, tous les gens qui travaillent à leur compte, souvent, ils font des métiers qui les passionnent, puis qu'il n'y a pas de fin, dans le sens que de la musique, tu peux tout le temps en faire plus, là, tu peux tout le temps, tu sais, Peut-être que ton beat, là, c'est de travailler comme ça pour le restant de ta vie parce que c'est ton rythme. Tu sais, il n'y a pas un rythme imposé non plus. Puis dans ralentir, pour moi, c'est bien important de le rappeler. Je suis pas en train de dire faut que tout le monde ralentisse. Je suis en train de dire si tu es soufflé, est-ce que tu es capable de prendre un moment pour te demander pourquoi? Parce que peut-être que la réponse, c'est parce que j'adore ça. ouais. Puis c'est parfait. Ouais.
moi, j'en étais à un point où j'adorais tout ce que je faisais, mais j'adorais plus avoir la langue à terre. Ouais. Fait qu'à partir de là, OK, j'ai besoin d'être éclairée pour faire de meilleurs choix. Pas pour arrêter de travailler, pour travailler moins pendant un moment, certainement, mais pour juste savoir dans quoi je veux m'investir, finalement. Puis peut-être que si tu fais cette réflexion-là, à la fin, je veux m'investir dans la musique. Ouais. Cool! Puis dans les podcasts, puis dans tout le reste. Mais tu sais, mais c'est ça qui est la difficulté, c'est que... Puis tu sais, mettons les projets que j'ai acceptés, que j'ai faits, puis là, je regarde en arrière, puis je suis fier de ce que j'ai accompli. Puis quand j'ai une journée productive, je me couche le soir en me disant genre, yes, tu sais, ça a été une bonne journée, t'as accompli des affaires. Mais en même temps, c'est comme... C'est une roue qui arrête jamais. Puis à un moment donné, c'est comme, bon, ben là, faut que je prenne une journée de congé. Puis là, après une avant-midi, c'est comme, bon, ben... Ah, mais ça, c'est la partie vraiment bizarre. Qu'on soit pas capable de se détendre, là, moi, je trouve que ça, c'est la partie plus inquiétante. Parce que c'est pas normal. Mais non. Que moi aussi, là, j'ai une journée où j'ai rien. Parfait, laisse-moi faire 2h30 de sport. Ouais. Mais pourquoi? Parce que sinon, je vais me sentir coupable d'avoir rien fait. Ouais. J'aime ça, bouger, ça va me rendre heureuse, là. Mais donne-moi un samedi où je suis pas dans ma première journée de menstruation, là, où j'ai pas de raison, mettons, de pas faire d'autres choses. Incapable. Parce que c'est la culpabilité qui vient. Mais cette culpabilité-là, il n'y a personne là, qui me l'impose. Là. C'est mon petit cerveau là, qui est mais comme... c'est dur à déprogrammer. Allez hop. C'est vraiment dur à déprogrammer. Je n'y suis pas encore arrivée, là, personnellement. Mais je trouve pas que c'est normal d'avoir ce discours interne-là. Ouais. En tout cas, moi, je trouve pas que c'est normal parce que ça devient comme si je me jugeais d'une manière très négative de juste vouloir vivre. C'est ça. S'ennuyer, fixer un mur, là, ça a de grandes valeurs, puis on devrait pas avoir à miser sur les valeurs de l'ennui pour se le permettre. Là. Mais moi, j'en suis là. Rappelle-toi que c'est bon pour ta créativité, Rose, de ne rien faire. Oui. Voilà comme un investissement pour le futur. Mais là, fuck off, là, je devrais aussi juste faire une sieste. C'est ça. Mais c'est tellement vrai, ça, en plus, que de toute façon, pour avoir le temps de comme faire germer les idées, ça prend du temps, ça prend du vide. Là. S'il n'y a jamais de vide dans ta vie, t'es tout le temps... Je sais pas, t'es tout le temps en réaction, t'es tout le temps en... Je sais pas, c'est pas un contexte pour que des nouvelles idées germent, mettons. Puis même si t'es pas une personne qui a besoin de la création dans son travail, là, l'ennui, juste fermer les yeux, jouer. Je reviens beaucoup à ça, moi, depuis un an. Enfant, c'est Henri June Pilote qui m'a fait réfléchir à ça quand on l'a reçu aux Idées folles, puis qui me disait, moi, quand j'étais enfant, là, je m'inventais des chansons, je vivais dans des vidéoclips, je m'inventais des mondes, je faisais n'importe quoi. Fallait s'inventer des jeux dans ce temps-là. Oui. Ouais. Puis à quel point c'était le fun. Puis est-ce qu'on est capable de reconnecter avec l'enfant en soi? Lui, il l'a fait comme expérience, là, écrire sur des post-it. Qu'est-ce que je faisais quand j'étais enfant? Fait que là, je vais me rappeler, ah oui, OK, je vivais dans un vidéoclip parfait. OK. puis je trouvais ça génial de se juste pour le fun. Oui, se reprogrammer. Quand est-ce qu'on dessine juste pour le fun, mettons? Aïe, pour un de mes anniversaires, mon chum m'a acheté un kit d'aquarelle, je peins pas, puis il était comme, je veux juste que tu sortes de ta tête, là, que tu essayes quelque chose de nouveau. Mais, oui, moi, prendre le temps, OK, là, je vais peindre pendant 1 heure, juste quand j'ai une carte de fête à donner à quelqu'un. Là. Mais, je devrais le faire, mais c'est pas un réflexe qu'on a. Puis j'ai l'impression, en tout cas, que moi, je me juge beaucoup quand je prends du temps pour rien faire. Mais après, je suis la seule perdante du regard que je m'impose puis du temps que, finalement, je prendrai pas pour ralentir, fixer le mur. Il y a juste, je pense, la nature qui me permet de faire ça, puis je me sens pas coupable. C'est d'aller marcher dans le bois, mettons. C'est le seul moment où je fais rien, puis je me dis pas que je suis paresseuse. Mais c'est fou de dire qu'on est paresseux! C'est sûr qu'il y a des choses, des activités, mettons, ne rien faire, entre guillemets, qui sont peut-être plus bénéfiques que d'autres. Je pense qu'aller marcher en nature versus rester dans le noir dans sa chambre puis écouter une série au complet, tu vas probablement te sentir mieux si tu vas marcher dans le bois et si tu restes dans ta chambre dans le noir. Oui. Il y a plein de recherches scientifiques sur les bienfaits de la marche en nature. On peut complètement dire ça. Je pense qu'il y en a moins de binge-watcher une série dans le noir. En même temps, des fois, ça fait vraiment du bien binge-watcher une série dans le noir. Je comprends les gens qui disent, je regarde la télé niaiseuse, j'ai besoin de mettre mon cerveau à off. Là, je comprends tout ça, je le fais aussi, mais moi, je parle de encore plus rien faire que ça, là. Vraiment rien faire. Moi, ça fait 2 ans maintenant que je regarde plus mon téléphone dans le transport en commun.
volontairement parce que c'est un moment pour rien faire. Tu restes assise comme une psychopathe Comme dans le une métro. psychopathe. Et tu regardes Puis je les gens regarde dans les les gens. yeux. Ah oui, oui. Puis j'ai remarqué qu'on est de plus en plus... C'est très anecdotique, là. Tu sais, mon échantillon est pas fiable, là. Mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à le faire. Puis on se regarde, puis on se voit, puis on est comme, yes. Nous autres, on a compris. Moi non plus, je regarde pas mon On téléphone. n'est pas des zombies, des moutons comme toutes les Non, autres. c'est pas... On n'est pas des C'est moutons. plus qu'avant, je pouvais observer beaucoup de gens. Puis là, maintenant, mon regard, il croise de plus en plus de gens qui observent aussi les gens. Mais tu sais, c'est comme mon petit temps que je me suis donné où là, j'ai vraiment... Tu sais, je fais vraiment rien d'autre là, que me laisser déplacer du point A au point B. Puis il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'écran. Il y a des gens, il y a mon reflet dans une porte de métro, puis il y a mes pensées. Puis ces petites soupapes-là, moi, me font du bien. Après, je me dis, je pourrais m'en donner beaucoup plus, mais je me juge trop pour ça encore. Mais au moins, je l'ai commencé à avoir des petits moments de pur ennui. Il n'y a rien à faire dans le métro, dans mon cas. Mais je pense que ça aussi, ça a une certaine valeur, là, des zones pour... Je cherche même pas à réfléchir, tu sais, essayer de penser à rien, là. Ça fait tellement C'est du presque bien. de la méditation, en fait. Oui, presque. Mais en même temps, tu sais, la méditation, moi, je trouve que c'est super difficile, là, parce que là encore, il y a tout le temps le narrateur dans ma tête qui est comme, présentement, Pense pas là, tu penses à pas penser. Oui. Tu viens de ne pas réfléchir. Le truc, c'est juste, tu fais juste dire, j'accepte que je me parle. Oui, Puis là, j'accepte qu'il y a une voix dans ma tête qui me parle. Oui. J'accepte ça. je l'accepte. Puis là, à un moment donné, la voix va arrêter. Ben, à un moment donné, je dis pas comme si je l'avais fait, là, mais techniquement, si tu fais ça pendant 10 ans, à un moment donné, tu vas être capable de ne plus avoir de voix dans ta Ce qui tête. m'aide, moi, c'est le yoga nidra, là, guidé. Ça, j'en fais beaucoup dans la journée pour me... Ben, pas beaucoup dans une journée, dans le sens que j'en fais beaucoup une fois par jour pour me donner un petit break. C'est des méditations guidées. Moi, celles que je fais sont d'une 20aine de minutes. Puis le but, c'est vraiment pas de t'endormir, mais t'écoutes quelqu'un qui t'invite à penser à différentes parties de ton corps, par exemple. Puis ça, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien parce que c'est un moment pour ne rien faire, sortir de mon corps. C'est pas une sieste. J'ai l'impression de me régénérer. Je me sens comme moins coupable. Je suis vraiment en train d'installer un paquet d'outils, finalement, pour essayer de me déculpabiliser, de ralentir dans une société qui ne valorise pas le ralentissement, qui, au contraire, tu sais, applaudissent les gens qui ont le pied sur la pédale. Puis on a besoin de gens qui ont le pied sur la pédale. Il y a des gens qui adorent ça et c'est très bien. Mais je l'ai réalisé que finalement, c'était pas tant moi, ça. Tu sais, c'est pas mon identité. Puis dans mon entourage, je suis la fille qui travaille beaucoup. Puis c'est pas tellement l'étiquette que je trouve le fun. Ouais. Ben, c'est parce que aussi, ça paraît moins, quelqu'un qui ralentit versus quelqu'un qui fait plein d'affaires. Tu sais, je veux dire, tu fais plein de projets, t'es partout tout le temps. Les gens te disent, hey, on te voit partout. Tu sais, tu fais, hey, wow, tu sais. Puis, mais si t'es plus à la maison, plus avec ton chum, ta blonde, plus dans le moment présent, c'est malade, mais ça paraît pas. Mais c'est donc, où est-ce qu'on trouve notre valorisation? C'est ça. C'est vraiment ça. Puis après, ben pourquoi on a besoin de valorisation? T'as pas le choix de la trouver toi-même. Exact. Je suis capable de m'applaudir moi-même. J'ai-tu besoin que les gens ils me disent « Ouais, t'es partout, ouais. » Peut-être que la valorisation devient plus le bien-être de juste exister. Tu sais, il y a comme quelque chose... Moi, ça fait un petit bout là, que j'ai comme commencé ce processus-là. Toi, t'es bon, là. Ça fait un bout. Est-ce que il y a eu un élément déclencheur? C'était que j'habitais à Montréal, puis ma famille est à Québec. Puis j'ai écouté Rich Roll sur son podcast, qui est un gars qui fait du sport, il fait des ultramarathons, des affaires de même. Mais il est aussi il est vegan, puis il est aussi un peu dans la spiritualité. Puis il expliquait pourquoi lui avait redéménagé proche de chez ses parents, parce qu'il disait qu'à un moment donné, il s'était fait poser la question « Combien de fois t'as vu tes parents dans la dernière année? » Puis il dit, mettons qu'on prend l'espérance de vie normale, là, il te reste genre 75 fois à voir tes parents dans toute ta vie. Aïe. Moi, j'étais à Montréal, j'étais là, puis là, je l'écoutais, puis je me disais, Chris, man. Puis tu sais, là, on était au début du studio, fait que, tu sais, je venais ici changer les caméras moi-même, tu sais, puis on était comme dans l'effervescence de créer quelque chose, puis puis après ça, j'avais une autre business, puis en tout cas, bref. Puis là, je me suis dit, je suis dans cette situation-là. Si
ça continue à ce rythme-là, où est-ce que j'ai vu mes parents 3 fois dans l'année parce qu'il faut que j'aille à Québec. Puis là, mes parents sont séparés. Fait que là, tu sais, tu divises toutes les fois que tu les vois. C'est comme, OK, il me reste une centaine de fois de voir une centaine de fois. C'est fou, hein? Puis là, j'ai fait, oublie ça. Oublie ça. Puis là, t'as tes parents, mais l'autre bord, mes neveux, nièces, les enfants de ma soeur, mes soeurs, c'est comme fuck. Mes amis d'université, j'y revois une fois à Noël, j'y revois plus jamais parce que là, les autres, ils font des soupers, mais moi, je suis comme, je peux comme pas, soit parce que je travaille, soit parce que je suis à l'autre bord. Puis quand ça a décliqué, j'ai fait impossible que je continue comme ça. Je peux pas, ça peut pas, c'est impossible. C'est beau. Puis j'ai réintégré parce que là, je faisais vraiment moins de sport en plus à ce moment-là. Puis là, j'ai juste fait, OK, non, il faut que tu fasses de la place. Il faut que tu fasses de la place à tes amis, il faut que tu fasses de la place à ta famille, il faut que tu fasses de la place au sport. Puis est-ce que ça va coûter à l'expansion des business? Est-ce que ça va ralentir? Tu sais, on le sait, si on s'implique plus ici, ça grossit. Si on s'implique moins, ça grossit moins. Mais est-ce que j'accepte ça? C'est quoi la limite? Tu sais? Puis là, puis dans l'espèce de mentalité aussi, tu sais, quand tu t'intéresses un peu à l'entrepreneuriat, là, le monde, ils sont là, puis ils parlent de comment maximiser les profits, puis là, il faut que tu marches. Puis là, c'est OK, mais pourquoi? Dans le fond, c'est quoi la limite? Là? Tu sais, tu veux combien d'employés? T'en veux-tu 100? T'en veux-tu 200? Ou t'en veux comme une belle... Peut-être Elon Musk? Tu veux une belle petite vraiment? équipe comme ça qui est comme autosuffisante, qui fonctionne. Même chose pour mon autre entreprise. Fait que quand tout ça s'est mis en place, puis je me suis dit, OK, non, je vais me faire un setup où est-ce que je peux travailler à distance, où est-ce que je peux avoir du temps pour m'entraîner, où est-ce que quand je vais m'entraîner, mon cell est en mode avion, il n'y a pas personne qui me rejoint, où est-ce que toutes ces affaires-là sont comme mis en place, puis ça a tout changé, là. Tu sais, ça l'a tout changé. Puis c'est magnifique. Puis je pense qu'il y a des gens qui pourraient nous écouter en disant, mais c'est mon rêve de faire ça, mais je peux pas. Tu sais, j'ai 3 enfants, je suis monoparentale. Puis tu sais, c'est tellement un privilège de pouvoir décider de son mode de vie. Quand on a cette chance, je pense qu'il faut la mesurer, puis peut-être la saisir. Ouais. On a la possibilité de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on continue dans un train dans lequel on n'a pas choisi d'embarquer? Après, pour les personnes qui sont coincées dans ce train-là, j'ai quand même juste envie de dire, hey, le ralentissement, il est possible. Même si c'est fermer les yeux 1 minute dans ton après-midi, là, c'est quand même un acte révolutionnaire de faire, hey, ça, là, c'est ma minute à moi. Tu sais. Parfait, prends-la dans ce que toi, tu peux prendre. Puis après, il reste que tu peux... tu peux encourager des nouvelles mesures au travail. Tu sais, il y a plein de compagnies maintenant qui ont des espaces de relaxation, je ne savais pas, où pendant ta pause, tu peux aller dans une cabine fermée puis juste te reposer, te sortir de ton chaos. On peut parler de charge mentale, puis c'est pas à toi, mère monoparentale, de le faire, mais tu peux quand même peut-être forwarder un article ou 2 écrit là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que on n'a vraiment pas tous et toutes le même pouvoir, puis j'en suis super consciente, puis il y en a pour qui le ralentissement, là, c'est ça qui est possible. Mais quand tu as la chance de refaire ta vie en fonction de tes valeurs, mon doux, tu sais, quel immense privilège. Puis je trouve ça vraiment beau que tu l'aies fait. Il y a aussi, juste pour rebondir sur ce que tu dis, puis par rapport aux gens qui n'ont pas nécessairement la possibilité de construire cette vie-là, mettons, il y a quelque chose que j'ai découvert aussi à travers ce processus-là, puis c'est probablement encore mon enjeu le plus criant, puis la chose qui me permet le moins de ralentir, puis c'est mon cellulaire dans ma poche. C'est l'enfer. Quand je suis pas sur les heures ouvrables, mettons. Tu sais, parce que sur les heures ouvrables, je veux dire, faut qu'on gère quand même, là. Je peux le faire à distance, mais il faut que je puisse répondre à des appels, à des emails, à des courriels, tout ça. Mais quand il est 5 heures, quand c'est le week-end, t'es une mère monoparentale, t'es avec tes enfants, ton téléphone devrait pas être dans l'appartement. Ton téléphone ou dans une autre pièce, devrait être en mode avion, devrait être fermé, parce que j'ai l'impression, moi, c'est ça que... Moi, je le vis beaucoup, ça. C'est quand j'oublie mon sel, mettons que je monte chez nous, je monte en haut pour
aller écouter la télé puis que j'ai oublié mon sel C'est en bas à malade, mon hein? bureau. Là. Ouais. On dirait que je suis comme bien Ouais. sans savoir pourquoi. Ouais. Puis là, quand je redescends tu en bas, oublies que t'as pas ton Ouais. sel, ça, c'est le meilleur feeling. c'est le meilleur feeling. Après, quand tu te rends Ouais. compte après, c'est comme, OK, ça fait 2 heures que j'avais pas mon Mais sel. C'est complètement. pour ça que j'étais Ouais. aussi bien. C'est pour ça que genre j'étais capable de marcher sur le bord du fleuve en étant comme la nature, Ouais. c'est beau. Genre même pas sentir le réflexe de devoir regarder dans ta poche. Mais il y a c'est plein un- de business qui te feraient sentir très coupable si on te textait le soir puis que tu l'avais pas, Ça, ton ça peut téléphone. Tu sais, fait qu'il y a ça Nous autres, il a fallu aussi, qu'on mette là. en place un nouveau système ici. Tu nous demandais avant le podcast comment on fait pour être des Comment bons on fait pour gestionnaires. être des bons gestionnaires, les Il gars? a fallu qu'on mette ça en place parce que la façon la plus simple de communiquer initialement, c'était Messenger parce qu'on s'est tout ajouté sur Facebook, on Ah avait oui, toute mais l'équipe ça, puis on avait une conversation, c'était Dream Team, Studio SF, puis tout On dans parlait la, tout là-dedans. dans la bienveillance parce que sauf qu'à un moment donné, moi mettons il est 10h, j'ai une idée genre. Puis là il est comme man, il est 10h du soir, t'as une idée pour le lendemain, ça presse pas. Mais là je l'écrivais là-dedans parce que je voulais pas perdre l'idée ou Ouais. tu sais. Puis là, on a fait, hey, ça n'a pas de sens. Puis là, eux autres, ils voyaient le message. Puis là, je voyais qu'ils voyaient. Puis là, j'étais comme, ah, man, Tu viens de genre, scraper, les là. autres Ouais. sont Puis, relax. mais dans chez l'autre eux. sens aussi, des fois, Dans c'est l'autre eux sens autres qui aussi. écrivent à 10 heures le soir. Fait que là, Mané aurait OK, ben là, plus de messages Non, après 5 heures. bravo. Puis on a changé de plateforme pour une plateforme Oui. qui bloque de toute façon Ouais. après 5 Et ça heures. se programme, hein, un courriel, un envoi de exact, courriel, là, exact. ça se programme, la gang, petite flèche sur le côté, Ouais. envoyé demain Ouais. à 8 heures. On n'est pas Ouais. obligé, là. Puis on travaille aussi dans un milieu où la création est reine et il y a tout ce mythe sur la création de oui, mais c'est dans le moment, c'est bouillonnant, t'es Tu dans le le fais pas maintenant, flow. quelqu'un d'autre va le faire. Exactement. Oh, la gang. Non. Moi, là, je travaille avec beaucoup de créateurs comme productrice télé, puis je suis comme ton idée, tu peux quand même l'écrire là, dans une petite feuille puis me le dire demain. Là, on n'est pas obligé de s'appeler à 22 heures. Là. Je comprends là, l'excitation de la bonne idée, de la passion, mais comprenons aussi l'excitation de marcher sur le bord du fleuve sans avoir une notification de travail. Exact. C'est vraiment important. Puis par rapport au sport, Ouais. un truc que j'ai réalisé dans mon obsession de ralentissement, c'était que des années, j'allais en gagner si je m'accordais du temps pour faire du sport Ouais. aussi. Puis que les 100 fois où tu vas voir tes parents, ben si la génétique est de ton bord, en Tu vas peut-être faisant en un avoir peu plus 103. d'activité, exactement. 103 fois. Ben, ça va peut-être être 3 Ouais. belles fois. Ouais. Ou peut-être que ça va être avec tes neveux et nièces, ben les dernières fois, tu vas être un petit peu plus mobile que ce que ton train de vie d'avant t'amenait. Ouais. Fait que ça a été aussi une grande réalisation pour moi de je contrôle à peu près rien sur mon avenir, mais le petit peu que je contrôle, je vais essayer de l'améliorer. Tu sais. Ouais. La ménopause s'en vient, elle va me couper de moitié ma masse musculaire, elle va s'arranger pour que j'aille des blessures pour la deuxième moitié de ma vie. Fuck you! M'a m'arranger pour être le plus forte possible Ouais. en France. Ça, tu m'auras pas. Puis la vie m'aura de mille et une manières, mais le petit peu que je contrôle pour avoir du temps de qualité avec les gens que j'aime le plus longtemps possible, je vais le saisir. Ben oui, exact. Puis j'avais pas réalisé à quel point l'activité physique pouvait faire partie de ce plan-là. J'écoutais Lance Armstrong qui, évidemment, a fait des choix Douteux. douteux au courant de sa carrière pour la longévité, mettons. Là, Oui, tu sais. exactement. Sauf que là, À la base, même sans se doper, faire le tour de France, ouais, c'est ça, un choix juste douteux. À la base, faire du vélo, Du vélo. descendre des cols à cette vitesse-là, c'est un choix douteux Voilà. pour ta longévité. Mais il parlait que récemment, j'aime beaucoup son podcast, puis il parlait que récemment, il y a eu une illumination. Il a commencé à faire beaucoup d'entraînement en force parce que l'image qu'il disait, c'est je veux que dans 30, 40 ans, je sois capable de prendre Ouais. mes petits-enfants puis les lever dans les airs. Puis c'est vraiment une image forte parce que Chris, c'est vrai que tu veux faire ça. Puis tes petits-enfants, peut-être Ouais. ou pas de petits-enfants, mais tes petits neveux, nièces, ou peu importe. Là. Ton sac, Tu veux ton pouvoir le- carry-on dans l'avion. Ouais. Tu sais, c'est Peter Attia qui a écrit Outlive, qui est un livre qui a changé ma vie, même si j'ai plein de choses négatives à dire sur tout le mouvement optimisation du corps et sur Peter Attia lui-même. Ouais. Mais le livre Outlive Ceci étant dit, a changé ma vie Ouais. et a contribué à mon obsession, parce que je l'ai dit, je suis monomaniaque, de la protéine et de l'entraînement physique. Ouais. Mais ce qu'il dit à ses clients, c'est donc un docteur spécialisé en longévité. Puis tu contrôles rien dans ta longévité, là, c'est important de le dire. tu Puis la contrôles médecine, certains trucs que tu peux t'aider. tu peux t'aider, mais ultimement, le cancer, tu sais pas si tu vas l'avoir. Puis la médecine
une personnalisée, je veux bien, mais payer 100 000 $ américains à un médecin par année pour savoir si peut-être que j'ai des chances de développer un cancer, c'est pas réaliste. Bref, sa proposition ne m'apparaît pas entièrement réaliste. Il y a des choses que je trouve intéressantes, parmi lesquelles il demande à ses patients, tu sais, à ta retraite, qu'est-ce que tu veux faire? Fait qu'il y en a qui disent, ben voyager ou être un grand-parent présent. OK, parfait. Si tu veux lever ton enfant, si tu veux lever ton carry-on dans l'avion à 70 ans, ben il faudrait qu'aujourd'hui, tu sois capable de, je sais pas, deadlifter 10 fois ton poids. Es-tu capable? Puis la réponse, en général, c'est non. Ah, OK, parce que, tu sais, tes muscles, ils vont vivre une dégradation. Donc, il faudrait que tu sois un athlète à ton âge pour être capable de lever ton forme, pour carry-on. réaliser tes rêves. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'on met beaucoup de nos rêves, justement, dans ce futur où on aura le loisir de ralentir. Moi, c'était mon cas, là. C'était comme, ben, ça se T'en parles dans l'émission souvent. Là, ouais. Je suis tout le temps la retraite. Mais OK, mais si je veux vraiment ralentir comme ça à la retraite, il faut que je me prépare dès maintenant physiquement, puis je suis pas là. Ouais. Donc ça, moi, ça a été comme pour Lance Armstrong. Ouais. un de nos nombreux points communs. Ça a été clair comme, OK, attends un peu, tu sais, il y a plein de choses que je devrais être en train de faire en ce moment pour réaliser les rêves que je projette dans un futur auquel j'accepterai peut-être même jamais. Ouais. Parce que je vais peut-être être malade, je sais pas, tu sais. Puis après, ben là, t'apprends à aimer ce temps-là que tu passes loin de ton ordinateur, loin de ton cellulaire. Tu sais, moi, ça a été une super belle roue, là, de faire « Oh, attends, là, les hormones, là, après cet entraînement-là. » Puis l'entraînement, OK, ben, m'a l'essayer le rocking. OK, je vais monter des montagnes avec des poids dans mon sac à dos. Puis ben ouais, je vais être super douce, whatever. Je vais saluer les autres dont les mollets sont en feu puis qui ont un gros sac à dos puis l'air malheureux. Puis je sais qu'après, on va être vraiment dans un délicieux flow hormonal. Fait que, toute cette découverte-là du loisir sportif est vraiment cool. Puis là, après, tu veux y faire du temps. Fait que tu fais des choix. Exact. C'est pour ça que, en fait, il y a beaucoup de monde qui sont tombés pendant la pandémie en amour avec le trail running, la course en sentier, puis c'est le sport avec le plus grand essor mondialement. Là. C'est là qu'il y a le plus de monde qui s'y mettent. Puis c'est ça, sûrement, le monde, quand tu vas courir dans le bois là, pour monter une montagne, t'as ton sel avec toi. Si tu l'as avec toi, il est sur mode avion ou tu te fais pas déranger. T'as pas de réseau souvent. T'es dans la nature. Puis t'es juste là. T'es tellement en pleine conscience parce que si tu pognes la racine avec ton pied, tu sais que tu te la casses la jambe. Non seulement en pleine conscience, mais tu ne penses à rien parce que tu regardes à terre. Exact. Tu regardes à terre, tu regardes le paysage, puis là, tu perds attention pendant une seconde. Mettons que tu te mets à penser à ta job, tu tombes à terre. Non, c'est ça. C'est un état d'hyper-vigilance tellement le fun. Là. Mais je comprends. C'est juste que, là encore, tu sais, le sport... en tout cas, moi, en tant que femme, ça a longtemps été synonyme de, ben, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu prennes le moins de place possible, il faut que tu sois cute. Je suis en train de lire Mona Chollet sur la manière dont le patriarcat détruit l'amour. Puis elle a tout un chapitre sur la petitesse du corps. Puis elle disait, même les athlètes de bodybuilding, on leur dit, mais il faut que tu restes féminine. Donc, les plus fortes ne gagnent pas les compétitions parce que leur corps est trop musclé dans une compétition de musculation. Donc, il n'y a pas un sport où finalement, il n'y a pas la crainte de perdre ta petitesse, ta finesse. Donc, tout ce rapport au sport de « faut que tu en fasses pour être mince », il ne faut pas que tu en fasses trop parce qu'il faudrait surtout pas que tu sois forte. Il faut pas que tu sois plus forte que le gars. C'est pas super sain, tu sais, le plaisir de bouger ou, tu sais, moi, la musculation, là, j'en fais, puis je suis comme, mais c'est parce que je veux des gros muscles. Je veux vraiment des gros muscles. Je veux faire peur. J'ai commencé à avoir des biceps quand je les contracte. Tu veux flexer comme ça. Ouais, puis là, je suis comme, là, je montre à tout le monde mes biceps qui sont très mineurs, mais qui commencent à apparaître parce que je veux faire peur. Je suis comme, fuck off. Moi, je vais pas m'entraîner pour être petite. Moi, je vais m'entraîner pour être forte. Puis là, j'ai du fun. Mais tu sais, c'est certainement pas pour répondre au regard d'autrui. Là, j'arrête pas de le dire. Je vais être musclée. On m'a dit qu'il fallait que je prenne que je m'injecte des affaires pour être vraiment musclée. Cela dit, je le ferai pas. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Mais tout le monde me dit que c'est complètement irréaliste ce que je dis. Puis c'est pas grave, je vais continuer à aspirer à ça. Mais je veux pas bouger pour prendre moins de place. Je veux bouger pour vivre, pour avoir du fun, puis pour mettre les chances de mon côté, pour aimer le plus longtemps possible les gens que j'aime déjà.
tu sais. Ouais. Mais il reste que c'est pas ça le discours qu'on m'a servi, moi, en tant que fille. Exact. Le sport, on me l'a pas encouragé. Là. La culture de l'entraînement, surtout l'entraînement en gym, la musculation, tout ça, ça a été vraiment longtemps, tu sais, comme basé sur l'apparence, finalement. Ben oui, certainement. Les pour filles, des vous faites des résultats. fesses, les Oui. gars, vous faites du chest. Oui, vraiment. Pour un résultat, pour l'apparence, pour le six-pack, tout ça, tu sais. Puis, tant qu'à moi, de un, c'est la pire manière d'avoir comme de la longévité dans la pratique sportive, parce que souvent, ben, tu sais, des résultats, je veux dire, ça se fait pas en claquant des doigts. Puis souvent, même Non. génétiquement, ben, genre, je veux dire... T'as des limites. T'as des limites. Ah Puis, tu sais, tu ressembleras jamais au gars sur le magazine, bref. Oui. Versus quand que tu focuses sur l'activité physique, sur le bien que ça te fait, sur si c'est une activité sociale, si c'est un cours que tu vas faire, puis t'as une gang, si genre t'as... Danser. Tu sais, tout ça, puis tu trouves l'activité que t'aimes faire, que t'as hâte d'y aller, c'est quand on mise là-dessus, c'est ça qui fait qu'on y stick. Là. Puis c'est vrai, là. Puis tu sais, il y en a tellement d'activités, il y en a pour tout le monde, mais si je reviens à la musculation, c'est tellement dérangeant. Tu sais, mettons, évidemment, les algorithmes savent que je m'entraîne. Mais ce qu'on me pousse, c'est l'exercice à faire pour gagner des fesses, mais pas de la taille. Parce que là, fais attention, là, si tu fais trop d'abdos, tu sais, tu pourrais perdre ta taille fine. Mais je pourrais aussi avoir des abdos très forts. Ma quoi le problème avec ça? taille fine, là, est-ce qu'elle est si importante? Pourquoi tout est focusé sur l'hourglass shape? Fais attention, pas la perdre. Oh, fais attention, si tu fais cet entraînement-là, tes trapèzes vont paraître. C'est quoi le problème à avoir... On s'en sac. Tout ce qu'on Si ton me but, dit, c'est fais Ton attention. but, c'est de mettre ton carry-on dans le overhead J'en ai bin besoin. à 75 ans, ça me prend des trapèzes. Ça me prend des trapèzes, puis ça me prend des abdos forts, beaucoup plus que ça me prend des fesses rebondies avec une taille de guêpe. Mais on dirait que ce discours-là de, tu sais, fonctionnel, ben c'est pas vrai, il existe parce que je m'abonne à des femmes qui ça, le exact. tiennent. Mais les publicités ciblées, ou ce que l'algorithme c'est m'envoie pas ça malgré que t'envoies. moi, c'est pas ça. C'est fais attention, tu pourrais faire de très mauvais choix en bougeant parce que tu pourrais devenir laide. C'est ça qu'il me dit en montrant des femmes qui sont absolument pas laides en passant. Ouais. Mais je trouve ça tellement dérangeant comment il n'y a pas moyen, à moins de se couper de tous ces discours-là, de juste bouger en disant je veux être forte. Ouais. Faut que tu te mettes avec du monde qui le font aussi. Ouais, c'est C'est clair. ça l'affaire. Tu sais, tu t'en vas dans un gym de CrossFit, le monde sont là pour avoir des bouger, trapèzes. pour avoir des trapèzes, pour être fort, Oui. pour être Mais il y a plein efficace, de monde, pour être... tu sais, il y a plein de filles que je connais qui disent moi je veux pas faire du crossfit parce que je veux pas devenir trop C'est musclé. exactement ça. On l'entend tellement. Là. C'est comme c'est quoi le problème? Ou, ben On oui, s'en sac ou dessus. tellement d'entraîneuses que moi je suivais qui disaient ayez pas peur, vous serez pas trop musclé avec moi. Puis j'étais comme ben ça sera pas toi d'abord. Non, mais Tu veux être trop musclé. Je veux être fucking musclé. Je serai jamais, c'est pas ma génétique, mais je vais me rendre aussi loin que je tu peux peux te rendre, là-dedans avant que la vie me ramasse. Et la vie, je parle pas de vieillir, là, je parle vraiment de perdre la masse musculaire à cause de la ménopause, qui est ma nouvelle peur que je pensais pas avoir un jour. Je veux pas avoir des blessures parce que je suis ménopausée. Je trouve ça tellement injuste. Là. Il y a déjà tellement d'injustice dans le fait d'être femme. Pas vrai que celle-là, elle m'attend dans le détour en plus. Calvaire, donnez-moi une chance. Là. Puis, tu sais, par rapport à tout ça, il y a après le ralentissement de vieillir. Tu sais, je disais, je reste très critique du discours de Peter Attia et toute cette gang-là. Vieillir existe. Je veux pas contrer le vieillissement. Il y a déjà encore là une pression immense pour les femmes de « faudrait donc ben pas que tu vieillisses », que je veux pas dire à mon corps qu'il peut pas vieillir. Tu sais, il a le droit, puis il va le faire, puis je vais le laisser. Mais cette obsession pour le ralentissement de l'âge est tellement, tellement présente et difficile, je trouve, à gérer. En tout cas, pour moi, femme de 36 ans qui fait de la télé, là, que je suis comme... Je veux-tu en plus m'imposer? C'est la contrainte de rester jeune physiquement. Il y a une dualité, là. Tu sais, si tu vois ce temps-là que tu peux gagner, tout dépend de ce que tu fais avec comment tu remplis ce temps-là aussi. C'est comme, tu sais, mettons, ici, la business, on essaye toujours d'optimiser la manière qu'on fonctionne pour que tout le monde gagne du temps. Libre. Puis c'est ça, puis pas nécessairement pour travailler plus, mais après ça, pour pouvoir utiliser ce temps-là pour
Tout à fait. profiter de la vie, tu sais. Puis c'est la même chose pour la santé, là, tu sais. Au final, c'est temps-là que tu le gagnes, si tu l'utilises après ça, à plus de temps avec les gens que t'aimes. Si tu essayes de faire, tu sais, je sais pas, plus d'argent, mais pour avoir plus de temps, pour finalement en faire autant, mais avoir plus de temps pour mettre avec les gens que t'aimes, ben là, pour moi, c'est de l'optimisation je suis super d'accord. pour les aux bonnes fins, finalement. C'est juste qu'on vit vraiment dans une époque là, où là, c'est notre nouvelle affaire, la santé. Il y a eu le poids, là. Puis là, maintenant qu'on... On n'a plus le droit de dire ce mot-là. Ouais. Faut dire le mot. Là, on est dans la santé. Puis là, on le voit, là, les grands discours de « mets ta santé, mets ta santé, mets ta santé ». Puis je suis pas imperméable là, au discours. Fait que là, soudainement, je suis bien préoccupée par ma santé. Puis oui, il y a une partie de moi qui l'est vraiment, mais après, je sais qu'il y a une pression externe qui m'encourage à travailler sur ma santé, ce qui est très bien. Mais... la limite entre le sain et le malsain, je pense qu'elle est très floue pour moi en ce moment. Donc, je fais très attention aux influenceurs que j'écoute, qui peuvent être des médecins comme Peter Attia, en gardant un regard critique, en me disant, ben c'est aussi leur mode de... Tu sais, c'est leur gagne-pain, là, tout ce beau discours-là. Fait que qu'est-ce que moi, je peux garder? Qu'est-ce qui reste sain? Puis comment je fais pour me protéger de tout ce discours qui me dit une femme qui vieillit est une femme qui vaut plus rien. Tu sais, c'est super important de rester alerte, puis c'est pas super facile non plus, là. J'imagine. C'est tough. Ouais. Surtout quand là, ça devient, tu sais, des espèces de protocoles ultra précis que tu vas gagner genre 1,001% de genre de bien-être dans ta vie, mais que ça va tellement te... Tu sais, mettons, Andrew Huberman, il y a plein de bons dans ce qu'il dit, mais tu sais, quand c'est comme, OK, ben là, prends une douche froide de 5 minutes, sors de ta douche, grelotte pendant 3 minutes, puis fais ça genre 4 fois, c'est comme, je vais pas faire ça. Puis même là, Huberman, depuis la super enquête sur ses nombreuses blondes et les nombreux mensonges qui dit, je suis comme, calvaire, je vais-tu me faire expliquer la tu vois, vie moi, ça par quelqu'un shady dans sa propre vie? Je comprends. Mais hot take, moi, ça me dérange pas tant que ça. Moi, ça me dérange quand même un peu. Dans le sens que peut-être que c'est pas une great personne, mettons, au personnel, mais est-ce que ça rend son discours... Puis peut-être que son discours, moi, je suis pas scientifique, fait que j'ai de la misère à dire si son discours, il est comme valide ou invalide. Je suis pas assez comme professionnel pour le savoir. Mais est-ce que le fait qu'il soit shady dans sa vie personnelle, à moins qu'on parle de genre de crimes, là, de trucs vraiment graves, que là, je suis comme... c'est quand même quelqu'un qui nous explique la place de la monogamie, par exemple, dans la science, et qui se prétend monogame et qui a 5 blondes en même temps auxquelles il ment et il se protège pas en couchant avec chacune d'elles. Ça, c'est grave, premièrement, à mon humble avis, d'avoir plusieurs partenaires non protégés puis pas leur dire. Puis, pour nous expliquer après ça, scientifiquement, des concepts qu'il applique faussement dans sa vie, là, je me dis, c'est teinté. Il y a quelque chose... Je suis sûr que s'il parle de sujets directement liés avec genre ce qu'on lui reproche. Donc, je comprends. Tu peux me parler de douche froide, le bon Andrew, mais viens pas me parler d'amour avec ta supériorité scientifique en étant quelqu'un qui n'applique pas du tout ce qu'il dit de faire en entrevue. Puis après, bon, il y a d'autres affaires. Là, j'en ai écouté plein des podcasts d'Huberman, puis je le trouve intéressant. Là. Mais, c'est juste que, mettons, l'info qu'il donne sur l'alcool, par exemple. Après ça, encore une fois, est-ce que l'info est bonne ou pas bonne? Mais est-ce que l'info est meilleure ou moins bonne à cause de sa vie personnelle? Non, puis il m'a fait couper beaucoup ma consommation parce que, mon Dieu, OK, des choses que tu apprends complètement. Mais il y a plein de gens qui tiennent des discours semblables sans la supériorité morale qui peut parfois se donner à tort selon certaines enquêtes. Puis tu sais, il y a d'autres affaires de son dernier, je pense, son prochain ou dernier épisode est sur les suppléments lesquels tu devrais vraiment prendre avec Peter Attia. Puis je suis comme, mais tu sais, t'es porte-parole d'une compagnie de suppléments. Il y a toutes ces affaires-là qui... Il y a un conflit d'intérêt, là, c'est ça. C'est difficile des fois. Puis c'est juste que ces influenceurs-là sont devenus tellement important, justement parce qu'on est soudainement très préoccupé par la santé, que c'est là où je reviens tout le temps avec l'esprit critique. Tu peux les écouter, t'en prends, t'en laisses, mais faut pas oublier non plus que ces gens-là sont des humains qui gagnent de l'argent puis qui ont parfois 5 blondes en même temps. Je pense que ce qui se passe aussi avec ce genre de podcast-là, c'est que, tu sais, à un moment donné aussi, les grandes lignes de comme qu'est-ce qui est bon pour la santé, de genre bouger, manger des légumes, genre dormir, gérer ton stress, tout ça, une fois que tu l'as dit, ben là,
pour continuer à faire un podcast parce que ça prend d'autres épisodes, ben là, tu tombes dans l'ultra spécifique, dans l'ultra nanana. Puis là, tu reçois plein de monde qui viennent te dire des c'est ça que j'allais dire. C'est comme... qu'un podcast sur le bien-être, il pourrait en avoir un de 4 heures. Puis genre, one podcast to rule them all, c'est that's it, genre, that's it. Aujourd'hui. Puis après ça, je veux dire, plus tu vas dans le précis, plus tu vas dans le cherry picking, plus il y a des chances que ce que tu dises soit contredit par une autre étude qui va sortir ou quoi que ce soit. Il pourrait avoir un podcast de 4 heures qui te dit tout ça. Puis ça aurait changé toutes les vies de tout le monde. Puis il y aurait moins de monde qui consommerait de l'alcool, moins de monde qui consommerait du cannabis. Il y a moins de monde qui... je veux dire, j'en parle souvent, mais Andrew Huberman, il a changé ma vie littéralement. Je fais plus de sieste l'après-midi maintenant à cause que je retarde mon café d'1h30 le matin. Ouais. Game changer, là. Pour vrai, de vrai, du jour au lendemain comme ça. Fait qu'il fait un 4 heures, puis après ça... On parle plus des hormones qui sont sécrétées par marcher les pieds nus dans le gazon. Il peut rentrer tellement spécifique. Mais il y a aussi une question de responsabilité qui me gosse. Il y avait un épisode avec un immense producteur de musique qui parle beaucoup de Rick Rubin. Puis pendant la première demi-heure, Rick Rubin fait juste dire qu'il faut plus jamais mettre de crème solaire. Hey Rick, t'as produit des bien bons albums, OK? Mais qu'est-ce que tu connais sur la crème solaire? Et Andrew Huberman ne le challenge pas du tout. Il dit pas, c'est pas vrai, c'est vrai. Il fait juste laisser son invité, producteur de musique, dire qu'il se promène sur la plage en disant aux gens, enlevez vos lunettes de soleil puis as-tu mis de la crème solaire, c'est pour ça que t'es dépressif. Moi, quand je l'écoute ça, je suis comme, enlevez-lui son micro immédiatement. Tout de suite. Et pourquoi il me laisse un producteur répandre des choses qui sont fausses? On a besoin de crème solaire. Ce qui est vrai, c'est que tout dépendamment de la couleur de ta peau, il y a certains moments où tu pourrais en avoir besoin moins. Mais ultimement, là, Rick Rubin, il devrait se crémer. Quelqu'un devrait y dire. Puis si Andrew Huberman ne veut pas y dire, c'est pas mon problème, mais il devrait pas laisser des gens sans expertise dire des choses très dangereuses. Il est trop bronzé, il va trop au soleil, Rick Rubin. Sa peau, c'est sûr que sa peau est pas bonne. Ne croit pas à la crème solaire puis dit que c'est pour ça qu'il est de bonne humeur. Fine, très bien, vis ta vie. Mais viens pas me dire avec autorité comment vivre la mienne à un micro où t'es pas challengé. C'est un peu ce que je reproche aussi à ce genre de balado bien-être-là où on peut colporter n'importe quelle idée. Je pense que, comme tu l'as dit, la clé réside dans... Parce que du contenu de même, le positif de ce contenu-là est... il existe, oui, mais il est inaccessible par... d'autres plateformes que ce type de contenu-là. Tu sais, mettons, la question sur, justement, le café... la vulgarisation scientifique. La vulgarisation scientifique que lui fait est inaccessible dans d'autres... Parce que, justement, pour être capable de faire... On le sait, on est en train de travailler sur un podcast de vulgarisation scientifique ici au studio, puis pour être capable de le faire, c'est tough avoir quelqu'un qui veut le faire et qui veut prendre la chance d'aller dire des trucs scientifiques et de s'exposer à la critique de tous les pairs. Et pour faire ça, pour que quelqu'un décide, pour qu'un scientifique, à la Andrew Huberman, qui, avant de lancer son podcast, est professeur, il fait de la recherche dans son labo, ultra spécifique, il parle pas de crème solaire dans son labo, il spécifie dans son affaire à lui précisément, un gars ultra occupé, pour que ce gars-là ultra occupé, qui doit faire déjà un bon salaire à Stanford comme professeur, prenne de son temps pour aller faire un podcast comme ça, ça prend de l'argent. L'argent, comment qu'elle arrive? Elle tombe pas du ciel, elle arrive de commanditaires, elle arrive de AG1 qui commandait des suppléments. Puis, fait que pour avoir accès au positif de ce truc-là, j'ai l'impression que ça peut pas exister à part dans ce setting-là. Moi, je reproche pas les commanditaires. Je reproche de faire un épisode qui touche précisément à ton commanditaire principal. J'entends ce que tu dis par rapport à son prochain épisode qu'il a annoncé prochainement, mais souvent, il fait des... Puis là, je veux pas faire la défense de Huberman, c'est pas ça. Je pense qu'il y a assez de monde qui le font à ma place, mais il fait souvent ça où est-ce qu'il fait un genre de un clickbait en disant « Voici les suppléments qu'on doit prendre », puis essentiellement, quand il parle de suppléments, il dit prenez pas nécessairement de suppléments, vous n'avez pas besoin de prendre tant de suppléments. Il parle un peu d'électrolytes, il parle de greens parce que c'est son commanditaire, mais sinon
ses recommandations sont pas basées sur supplément. Fait que, bref, Tout à fait. c'était pas ça que je voulais. Puis là, de quoi il va parler dans son prochain épisode? Quand l'épisode va sortir, il va probablement dire quelque chose comme vous avez pas besoin de prendre tant d'affaires que ça. Possiblement, mais il commence chaque épisode en disant moi, je prends tel supplément et je le recommande à tout le monde. C'est l'éthique que. Moi, je pense que ces discours-là sont importants. Je pense qu'ils peuvent être tenus par des gens qui sont pas irréprochables dans leur vie. Je pense qu'après ça, c'est une question de cohérence. Ton commanditaire, c'est des suppléments peut-être pas faire un épisode là-dessus. C'est peut-être pas parler de monogamie si t'es un asshole. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Puis après, je pense qu'on peut écouter tous ces balados-là qui, moi aussi, m'apprennent un paquet d'affaires puis me donnent envie de mieux bouger, d'apprécier le mouvement, tout ça. Mais en même temps, je pense que c'est important d'écouter des Olivier Bernard, des Bernard Lavallée, tu sais, donc le pharmacien, le nutritionniste urbain, qui, eux, se font quand même une spécialité de débunker certains de ces discours-là en disant « Ah, attendez, laissez-moi vous parler d'un concept qui va vous aider à écouter ce contenu-là avec une oreille plus critique. » Fait que je pense que c'est une question de balance puis de juste pas se laisser happer par notre grand enthousiasme collectif pour la santé qui mène à des dérapages, qui mènent à parfois des discours encore plus culpabilisants, qui mènent à un paquet de protocoles qui parfois sont pas nécessairement ancrés dans une science si valide que ça, ou qui sont vraiment que pour une poignée de personnes dont on fait pas partie. Là. Fait que je trouve ça fascinant, en fait, l'époque dans laquelle on vit. Je la trouve le fun, mais je trouve qu'elle demande une belle grande vigilance. Exact, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça la clé du truc. Tu peux écouter ces choses-là, mais dépense pas des centaines de dollars dans ta santé, ça c'est sûr. Des centaines, même pas des centaines. Ne dépense pas des centaines de dollars dans ta santé, puis fais pas des trucs qui paraissent complètement débiles. Tu sais, genre, il me semble que c'est assez simple. Tu sais, si 10 sort dehors voir le soleil le matin, c'est comme, OK, genre, fair enough, là, ça fait du sens. Je me baigne l'hiver, là, puis ça a l'air complètement débile, puis c'est complètement merveilleux. Tu fais du cold plunge, toi, en plus. Ouais, dans le fleuve. T'es la caricature du Moi, je dis que je suis rendue une grano douche. C'est ça que je fais. Mais c'est le fun. Je me baigne dans le fleuve avec ma gang de hippies. Ça fait du bien. J'adore ça. C'est ça. Se baigner dans le fleuve l'hiver, c'est merveilleux. Je trouve que c'est un accès à l'environnement, c'est de la méditation, c'est le fun. Mais tu sais, il y a un groupe plus sportif qui le fait. J'ai déjà allé avec eux, puis j'étais comme, non, tu vois, ça, c'est le côté douche de la force. Moi, je me baigne avec le côté grano de la force, c'est bon, qui fonctionne plus avec mon mood et ma volonté de me plonger dans la nature qui est plus grande que moi avec humilité, tu sais, plutôt qu'avec une attitude conquérante. Fuck yeah! De même, tu sais, moi, je suis plus comme en silence avec des gens qui prient. Mais il y en a pour tout le monde, puis c'est parfait de se pitcher dans l'eau en criant « Fuck yeah! I'm so strong! » C'est correct aussi, c'est juste moins mon beat, là. D'où le côté grano douche. Mais oui, je pourrais être une caricature. Je pourrais être invitée là, dans des balados de fitness. Là. Je pourrais parler de protéines. C'est ridicule. C'est incroyable. C'est ridicule. Je ne sais pas qui est cette personne-là. C'est la personne qui a du temps libre. Peut-être que je devrais recommencer à travailler en malade. Non, je la reconnais plus. Non, c'est ça. Sortez-moi de moi-même. Non, mais tu sais, au final, je veux dire, consommer assez de protéines puis faire d'exercice physique, c'est pas radical, là. Je veux dire, c'est juste objectivement bon. Fait qu'après ça, avec quelle attitude tu y arrives, exact. C'est la même finalité. Oui, finalement. c'est ça. Juste pas me mentir, là, puis devenir complètement une autre personne non plus, là. Avant de laisser partir, puis c'est une bonne transition vers une question que j'avais, parce qu'en écoutant un de tes épisodes de Ralentir, je me rappelle plus c'est qui est de tes invités qui mentionne ça, mais vous abordez juste un tout petit peu la marchandisation du ralentir. Là, on parle beaucoup de la marchandisation du grind puis du mindset, mais maintenant, tu ouvres Instagram puis c'est comme du monde qui vend des bougies parce que le matin, tu te réveilles puis là, tu prends un bain avec des bougies de 2 heures en te réveillant puis là, il est rendu midi puis tu n'as pas encore rien fait. Puis il y a des trucs à vendre aussi de ce côté-là. Là. Puis là, ton invité fait comme... Excuse-moi, il fait comme... Ah non, Nathalie Plate, exact. Il fait non, parle-moi pas là-dessus. Moi, j'étais dans mon char, j'étais comme non. Parle là-dessus. Oui, j'ai un chrono puis d'autres invités. Là, mais oui, complètement. C'est sûr que tu sais le bien-être est une industrie, le self-care, qui est
hyper prolifique, puis qui, je crois, capitalise sur notre grand besoin de détente et sur la culpabilité qu'on ressent quand on se détend en disant non, mais regarde, c'est du temps pour toi, ce qui est vrai, mais après, du temps pour soi, j'ai pas besoin de cristaux là, pour y accéder. J'ai pas besoin d'une retraite de yoga au Costa Rica, bien que c'est merveilleux, puis si on en a les moyens, c'est super. Mais j'ai fait une entrevue pour la presse avec une coach en sieste. Une coach en sieste. OK. Oui, c'est vrai. Elle va en entreprise pour faire des siestes, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, mais on revient à la marchandisation, là, tu sais, t'es quand même payé par des employeurs qui peut-être à défaut d'offrir des vacances décentes à leur équipe. Ils sont comme, regarde, tu peux faire une sieste aujourd'hui. Je vais t'apprendre comment. Avec un berlingot de lait, là. Ils t'amènent un berlingot. C'est un événement, là. Je pense pas qu'ils vont donner la sieste à tout le monde, tu sais. Puis elle était comme, ben, vrai. Peut-être qu'il y a des employeurs qui font ça pour des douaniers. Peut-être qu'il y en a aussi qui le font vraiment pour instaurer un nouvel environnement de travail. Mais dans tous les cas, moi, je le répète, là, la sieste, tu peux la faire. Tu peux décider de fermer les yeux 1 minute à ton bureau. Tu n'es pas obligé de te coucher pendant 20 minutes, puis personne devrait monnayer cette sieste-là. Exactement. C'est une des rares choses qui t'appartient encore, là, le droit de fermer tes yeux, même si c'est pas pour t'endormir. Puis c'est, selon elle, un acte révolutionnaire. Puis je suis bien d'accord. Là, il y a quelque chose de très, très, très puissant dans le fait de dire à cette minute-ci, je devrais être en train de travailler, mais ce dont j'ai besoin, c'est de fermer les yeux, puis je vais le faire. Là. Je trouve ça incroyable. Mais ça devrait rien coûter. Puis c'est vrai qu'on se fait beaucoup vendre d'affaires. Des journaux de gratitude, ben, ça pourrait faut vraiment que tu fasses du journaling 30 minutes tous les matins. Dans ce journal-là, il y a expressément toutes les plages pour ton on l'a journaling. pensé pour ça. Et, nomme le besoin de détente, puis je peux te nommer une application. Est-ce que ça coûte 8$ par mois pour pouvoir relaxer? Tantôt, je parlais de Yoga Nidra. Moi, je l'écoute gratuitement sur YouTube. Là, il existe un paquet d'options gratuites, mais on s'en fait tellement pousser des payantes parce que je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans l'épuisement des gens parce qu'il y a tellement de gens épuisés. Puis on a juste soif de solutions puis d'outils, puis c'est tellement sain. Il faut juste se rappeler qu'il y en a des gratuits partout. Là. On n'est pas obligé de puis je juge pas les gens qui s'enrichissent sur la fatigue des autres, mais j'en ai pas dans mon entourage. Peut-être qu'on aurait des discussions sur... on revient à taper sur le monde déjà à terre. Oui, exact. En fin de semaine, pas en fin de semaine, mais cette semaine, j'étais à Saint-Anne-des-Monts. Puis il y a du monde sur mon Instagram qui s'était pris des vacances à Touloum dans un gros Airbnb. Puis moi, j'étais à Saint-Anne-des-Monts, puis je me disais, dans le fond, c'est correct ici. Tout ce que j'ai besoin. C'est tout à fait possible. J'avais les pieds dans le fleuve, j'étais genre, dans le fond, ici, c'est great. Là. Mais on l'oublie tellement des fois là, qu'on est entouré. Ici, là, tu descends à Verdun. Là, mettons que tu vas à Verdun sur le bord du fleuve. Là. C'est là que je me baigne. Mettons que tu vas marcher sur le bord du fleuve. Là. Moi, quand j'étais à Verdun, j'y allais. Puis des fois, j'étais comme, OK, t'es pas à Montréal ici. Là. Tu peux relaxer pendant un après-midi, les pieds dans l'eau. Puis ça nous ramène à un problème bien plus grand que nous, l'accès aux berges. L'accès à ces environnements-là qui font du bien. Là, l'accès à la nature à Montréal, en ville. Amélioré. Puis pas juste à Montréal, dans un paquet d'endroits où on n'a pas du tout pensé les espaces publics pour nous permettre cette relaxation-là. Là. Moi, j'habite pas loin du Mont-Royal, puis je me dis, mais quelle chance immense que d'avoir accès à une petite montagne en pleine ville, mais on devrait avoir autour de chez soi, on est chanceux, il y a plein de parcs, là, par exemple, à Montréal, mais des espaces pour se rappeler qu'on a le droit de se déposer, de marcher nu-pied dans l'herbe en prenant notre café 90 minutes après le réveil, en s'assurant de regarder le soleil. Directement, sans lunettes et sans crème solaire. Avec la crème solaire, peut-être qu'on irait mieux. Mais, puis je veux juste finir avec ça pour rappeler que c'est pas une pression qu'on devrait s'ajouter sur les épaules de ralentir. On s'en met déjà tellement de pression. Ça peut être un stress. Là, faut que je ralentisse! C'est pas ça. Le but, c'est de se rappeler qu'il existe des outils si on veut le faire, mais qu'il existe un paquet d'éléments qui nous empêchent de ralentir, qui sont plus grands que soi. On peut militer pour que ça change, par exemple. Puis mettons qu'on veut faire une espèce de condensé. Tu sais, si t'avais... Je sais pas si tu veux t'aventurer là ou puis si c'est dans le mandat de la série, mais tu sais, mettons de faire un genre de
C'est quoi que tu retiens, Mhm. mettons, les actions simples, faciles pour Ouais. quelqu'un qui disait que je veux essayer de me tremper l'orteil dans Ouais. cette direction-là qui est de ralentir. Tu sais, on a parlé de téléphone, j'imagine, on a parlé de sport, on a parlé de plein d'affaires, mais c'est quoi les grandes lignes, mettons, pour toi? Premièrement, je dirais prendre le temps d'un rendez-vous avec soi-même, puis de se dire c'est quoi le rythme de vie que je veux. Qu'est-ce qui convient dans celui que j'ai actuellement? Qu'est-ce qui convient pas? Je veux-tu vraiment ralentir ou je fais ça parce qu'il y a une fille qui arrête pas de dire partout qu'il faut ralentir? Ouais. Tu sais, de quoi moi j'ai besoin? Puis une fois que ça devient plus clair, ben là, c'est de trouver le bon outil pour soi. Moi, ce que j'ai retenu personnellement de mes rencontres grâce à Ralentir, c'est je cherche maintenant ce qui a un sens professionnellement. Je peux pas tout accepter ce qui me tente. Donc, c'est quoi le sens que je veux dégager de chacun de mes contrats? Puis, est-ce que cette opportunité-là répond au sens? Oui, non, ça m'aide vraiment à faire des choix. Laisser de l'espace pour l'activité, pour les amis, la spontanéité aussi. Dans une série que j'avais fait préalablement, il y a un psychologue du travail, Nicolas Chevrier, qui me disait de laisser du temps aux imprévus dans mon agenda à chaque jour. Ça, c'est une habitude que moi, j'ai gardée. Mais l'imprévu, il n'est plus obligé d'être juste lié au travail. L'imprévu, ça peut être une amie qui fait « Il fait vraiment chaud aujourd'hui, veux-tu venir te baigner? » Ouais. Sure, j'arrive. Ouais. Et ça vient plus avec la culpabilité de « Mais je devrais être en train de faire d'autres choses. » Non, j'avais un espace dans mon agenda imprévu et ça peut être d'aller manger une crème glacée avec ma nièce. Donc ça, moi, je pense que ça aide vraiment à ralentir. Après, il y a cette idée de nature qui revient beaucoup dans la série et que je comprends. Regarder un arbre, là, C'est ça fou, fait là. tellement de bien. C'est fou. Tellement beau, un arbre. Les couleurs, le mouvement, l'âge, la puissance, l'interconnexion des racines. C'est prendre 5 minutes puis regarder un arbre dans une journée, c'est rien. Puis ce que ça peut faire à une tête, c'est immense. Puis, de trouver le Même temps... physiquement, toucher un arbre. Oui. Des fois, coller un arbre comme ça là, pendant Absolument. comme 30 secondes. Un bain de forêt. Ouais. Oui. C'est vrai, je fais ça des fois. C'est vrai? Quand je vais Du au lac Saint-Jean, Shinrin-yoku. mettons, là, je prends un arbre puis là, je le colle comme ça pendant comme 2 Moi minutes. aussi, régulièrement, Ouais. on peut me trouver sur le Mont-Royal en train d'enlacer des arbres. Zéro une joke. C'est Pas rose. osé, mais C'est sûr, c'est elle. Puis, cette idée de trouver la présence. Je pense que c'est bien important. Parce que tu peux courir tout plein puis aimer ça si tu es présent dans ta course. Si quand tu es en train de travailler, tu es connecté aux gens autour de toi, comme tu es connecté à ton souper après, à ta famille, ben je pense que c'est moins épuisant de faire les choses consciemment, mais ça demande une discipline de se rappeler pourquoi on est là en ce moment, avec qui, puis qu'est-ce que ça nous apporte. Fait que je dirais la pleine conscience, là, cette fameuse, ce fameux vrai, ça existe pour vrai, ça. Ça existe pour vrai, la pleine conscience. Moi, ce qui m'avait le plus aidé, c'était Fred Savard qui m'expliquait la pleine conscience en entrevue, puis qui disait, quand je flatte mon chat, maintenant, je flatte mon chat. Puis c'était comme un exemple très concret et accessible. Maintenant, quand je flatte mon chat, je flatte mon chat. Ça peut être juste ça, là, la Je pleine suis pas conscience. ailleurs, là. Non, je le regarde, mon chat, puis je suis comme, hey, son pelage est tellement doux, puis il sent le petit gâteau, je l'aime donc bien. Tu sais, je suis juste avec lui, je suis pas sur mon sel, je flatte mon chat. c'est fou ça. Ça peut être 30 secondes dans une journée, là, mais ça peut être un entraînement qui fait que tout devient plus doux, je pense. Merci beaucoup. Rosemary. Ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun. Mais Plaisir. pareillement. Yes.